Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Monsieur Giraud. Je suis Cécile Algrin, étudiante en Master 1 politique environnementale à Sciences Po et je suis également la fondatrice de Penser l'après, la série de webinaires qui invite les acteurs du changement dans votre salon. On se retrouve aujourd'hui pour un 12e épisode, donc un épisode qui est encore une fois dédié au coronavirus. On sait, c'est pas encore fini. Donc cette série, elle est avant tout, elle a été créée pour imaginer, penser, mais surtout anticiper ce que sera le monde d'après, parce que c'est une vaste question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. On s'était quitté il y a à peu près 2 semaines avec un événement qui a été co-organisé avec Sciences Po Environnement, les 10 heures pour s'engager, 10 heures pendant lesquelles nous avons accueilli environ une trentaine d'intervenants avec lesquels on a eu l'honneur donc, de parler de l'engagement citoyen. Et puis ce soir, on se retrouve donc avec Monsieur Giraud. Pour resituer un peu votre parcours, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes un ancien chief économiste de l'AFD, mais vous êtes également le président de l'Institut Rousseau. Vous êtes à peu près sur tous les fronts, on vous retrouve à peu près partout et vous êtes surtout l'un des acteurs qui est très souvent sollicité pour faire le lien entre les questions d'économie et d'environnement. Donc, je vous remercie vraiment d'être avec nous ce soir et de penser l'après avec nous. Donc, comme toujours, pour le format, on se retrouve pendant 45 minutes autour de questions que j'ai préparées à l'avance. Puis pendant 30 minutes, donc les 30 dernières minutes, ce sera au tour des participants d'avoir la parole puisqu'ils ont un onglet questions-réponses juste en bas de l'écran. Donc, je vous invite dès maintenant à poser vos questions. Et puis désormais, je laisse la parole à Gaël Giraud pour se présenter un petit peu et ses projets. J'ai l'impression que je suis muet là, non? C'est ce que je vois sur mon écran. Non, ça marche Vous très bien. m'entendez? C'est bon? Oui. Ah d'accord, très bien, ok, parfait. Bon, mais merci beaucoup pour l'invitation. Pour me présenter, donc, vous l'avez dit, je suis directeur de recherche au CNRS. J'assure un cours à l'école polytechnique. Je suis prof à l'École nationale des ponts, Paris-Tech, les ponts et chaussées. Je suis également fellow associé à l'Institut des études avancées de Nantes, qui est un très bel endroit, magnifique, je vous recommande. Pour ceux qui ont la possibilité d'aller à Nantes, c'est un des rares endroits dans la République française où on peut parler de tout et réfléchir avec des intellectuels du monde entier qui sont libres de parole et dont l'intelligence est libre. Voilà. Vous m'avez demandé de dire quelque chose sur les projets un petit peu dans l'avenir. Quelque chose que je peux dire aujourd'hui, c'est un projet de recherche sur lequel je travaille, c'est le couplage entre des modèles macroéconomiques et des modèles climatiques. J'explique en 2 minutes en quoi ça consiste. Les grands scénarios du GIEC que vous connaissez, les scénarios RCP 8.5, 2.6, etc., qui décrivent disons, la perspective du point de vue de la communauté scientifique qui peut être la nôtre dans les années qui viennent au niveau mondial. Ces scénarios sont construits à partir d'une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2, disons, qui est exogène. C'est-à-dire que le climatologue sort de son chapeau une trajectoire et dit, supposons qu'on suive cette trajectoire, alors voilà quelles seront les conséquences, voilà quelle sera la température, la pluviométrie et l'âge du capitaine. Simplement, évidemment, alors comme vous le savez, on est actuellement très très proche de la trajectoire du RCP 8.5, qui est le plus pessimiste, ou en tout cas qui était jusqu'à une date récente le plus pessimiste. On était même malheureusement en train de dépasser le RCP 8.5 en termes d'émissions juste avant la pandémie. Et évidemment, l'enjeu à plusieurs milliers de milliards, c'est qu'on arrive à descendre en dessous et qu'on descende même le plus proche possible du scénario le plus pessimiste, le plus optimiste, pardon, le 2.6, qui nous emmènerait pas trop loin de plus de 2 degrés à la fin du siècle. Simplement, ça suppose d'endogénéiser les émissions de CO2. Ce qu'on ne peut pas faire dans la méthode classique, puisque c'est précisément l'input du modèle qui est je me donne une trajectoire de CO2 et j'en déduis les conséquences. Donc, pour pouvoir l'endogénéiser et comprendre comment on va faire la reconstruction écologique de notre pays et la transition écologique au niveau planétaire, il faut coupler un modèle climatique avec un modèle macroéconomique. Et ça, c'est très peu fait. En fait, ça n'a jamais été fait vraiment sérieusement de mon point de vue. Et donc, c'est là-dessus que je travaille, en essayant de coupler le modèle macro sur lequel on a travaillé à l'Agence française de développement, qui s'appelle le modèle GEM, avec un modèle climatique. Et celui sur lequel je travaille actuellement, c'est le modèle Isle of Clim, qui a un très joli nom, qui est un modèle de taille moyenne, de taille moyenne, c'est-à-dire que en fait, dans les modèles climatiques, vous avez 3 grandes familles de modèles. Vous avez les tout petits modèles sur lesquels j'ai déjà travaillé. Et puis, vous avez les très grands modèles, des modèles GCM, Global Climate Models, pour lesquels, pour faire un run du modèle, donc sur un scénario, il vous faut attendre plus d'1 semaine. Donc, ces grands modèles-là, on ne peut pas les coupler avec des modèles macro. En revanche, les modèles du type Isle of Clim, qui sont des modèles de taille intermédiaire, un run, ça prend 1 journée à peu près. Donc là, c'est beaucoup plus jouable et ça vous donne plein d'informations tous les 50 km.
sur la planète. Donc c'est très fin. Et donc, une fois qu'on aura réussi ce couplage, et on est en passe de le réussir, on pourra décrire des grands scénarios d'évolution climatique et écologique de la planète en fonction de grandes hypothèses. Par exemple, on a une pandémie tous les ans, qu'est-ce qui se passe? On met en place une grande taxe carbone mondiale, qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Oui. Voilà, c'est là-dessus que je travaille pour les années qui viennent. Génial. Et donc, ça va prendre encore quelques années avant qu'on puisse connaître un peu les résultats et les recommandations. Non, non, j'espère que non. On va avoir les premiers résultats cet automne. On a les premières simulations du couplage en ce moment qui tournent, qui ne sont pas complètement satisfaisantes. Il faut retravailler. Mais j'espère qu'on aura les premiers résultats cet automne. Génial. Bravo, en tout cas. Je vous propose de rentrer un peu dans le vif du sujet avec la question qui a été largement évoquée récemment, la question de la relance, mais verte, histoire de ne pas retourner au monde d'avant. Alors moi, je me demandais, est-ce que concrètement, aujourd'hui, une relance verte est possible, sachant que notre système, il est largement dépendant de l'extraction de ressources. Il repose également de façon assez importante sur l'accumulation de capital. Donc, est-ce qu'une relance verte est possible actuellement? Alors, c'est intéressant que vous demandiez si elle est possible. Vous pourriez demander si elle est souhaitable. La réponse est oui, elle est possible. La réponse est oui aussi. Sinon, je pense qu'il faut qu'on arrête tout de suite notre discussion. Donc, au fond, la question que vous posez, c'est quels sont les obstacles et comment on fait pour les surmonter. Donc, à mon avis, il y a un premier point qu'il faut souligner, c'est qu'est-ce qu'on entend par relance verte. Si on entend une reprise de l'activité d'hier en un peu moins polluant et un peu moins destructeur pour les écosystèmes naturels, en se donnant toujours le PIB comme unique boussole de notre politique publique, la réponse c'est ça va être très très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une telle hémorragie en termes de chômage dans les semaines et les mois qui viennent, hémorragie qui pour l'instant est jugulée, dissimulée grâce au dispositif du chômage partiel. Mais dès que le dispositif du chômage partiel en France sera arrivé à la fin de ce qu'il peut donner, on verra l'explosion du nombre de chômeurs en France, à mon avis, malheureusement. Ce n'est pas du tout ce que j'espère, évidemment, mais c'est ce que je crains. Dans la mesure où l'appareil productif français a été à l'arrêt à 50%, 80% pour le BTP pendant 2 mois. Donc, et puis dans la mesure aussi où vous avez toute une série de TPE surtout, et puis de professions indépendantes, qui ont été sacrifiées là, dans les 2 derniers mois, qui n'ont plus du tout de chiffre d'affaires, qui n'ont pas de trésorerie et qui ont quand même des charges à payer. Et dont les charges en France n'ont pas été prises en charge par l'État, contrairement à ce qui se passe par exemple au Danemark. Du coup, je crains beaucoup que dans les mois qui viennent, la grande préoccupation, la priorité politique, si vous voulez, ce soit de créer de l'emploi à tout va. Et dans ce contexte-là, évidemment, le mauvais réflexe, c'est de dire on va créer les emplois qu'on connaissait avant, parce que c'est ceux qu'on connaît et on sait à peu près comment les créer. Sauf que si on fait ça, on va se planter complètement, à mon avis, parce que le monde d'hier, on sait ce que ça donne. Ça donnait déjà beaucoup de chômeurs en France. Donc on ne risque pas d'avoir une vraie solution au déséquilibre du marché du travail en ressuscitant le monde d'hier. Donc il faut faire la transition. Comment? Il y a d'énormes débats sur le type de transition écologique qu'on veut mettre en œuvre, et du coup, c'est ça qui commande les obstacles. Hein. Mais donc, il se trouve que j'ai participé aux discussions qui ont eu lieu en 2013-2014, c'était déjà il y a un bon moment, sur la transition énergétique. On se posait les mêmes questions qu'aujourd'hui, en fait. Et ce qui est un peu triste, c'est qu'on n'est pas beaucoup avancé depuis lors, sur les scénarios de transition. Donc, à l'époque, avec le comité des experts pour le débat national, qui avait été initié par Delphine Bateau, on avait travaillé sur une dizaine de scénarios. Et pour vous la faire très courte, on a ramené ces 10 scénarios à 4 grandes familles de scénarios. Négawatt, le scénario Ancre, le scénario ADEME et le scénario Négatep. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces scénarios. Simplement, sachez qu'ils se distinguent par la nature du mix énergétique, donc du bouquet énergétique français, autour de 2035. Et pour simplifier encore plus, ils se distinguent essentiellement par la part du nucléaire dans le mix énergétique français en 2035. Mais, indépendamment de la question de savoir quelle devrait être la place du nucléaire en France dans 15 ans, la bonne nouvelle, c'est que tous ces scénarios passent par les mêmes grandes étapes. Et que ces mêmes grandes étapes, elles sont la rénovation thermique des bâtiments, privés et publics, la mobilité verte et le verdissement des processus agricoles et industriels. Donc au fond, et ça c'est du côté, si vous voulez, de l'efficacité énergétique. Si on rénove les bâtiments, on a besoin de beaucoup moins d'énergie. Ça diminue notre dépendance au pétrole et ça améliore la balance commerciale française.
Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça, on sait qu'il faut le faire. De toutes les manières, il faudra le faire dans les années qui viennent. Et la deuxième très très bonne nouvelle, c'est qu'en plus, ce n'est pas très difficile à financer. Ça coûte beaucoup moins cher que ce qu'on croit et ça crée énormément d'emplois. Donc en vérité, c'est la vraie réponse à l'obsession politique majeure qui va être la nôtre dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, en tout cas c'est sûr, et probablement dans les années qui viennent, qui est de créer des emplois. Alors après, on pourra rentrer dans le détail si vous voulez, mais disons que moi je dirais c'est ça la reconstruction écologique du pays qui est devant nous. Avec la partie la plus difficile qui est le verdissement des processus agricoles et industriels. Pourquoi c'est la plus difficile? Parce que du côté de l'agriculture, il faut réformer la PAC, tout simplement. Ce n'est pas un mince enjeu d'un point de vue politique. Et du point de vue industriel, il y a quand même encore beaucoup de choses à inventer. On n'a pas besoin d'un deuxième Einstein, mais on a besoin d'excellents ingénieurs qui travaillent avec les diplômés de Sciences Po pour imaginer la société de demain. On pourra entrer dans le détail si vous voulez. Juste encore un mot là-dessus, et ça va peut-être vous éclairer sur les obstacles auxquels on fait face. Ce n'est pas juste un problème, une succession de problèmes techniques qu'on pourrait aborder les uns après les autres, c'est un vrai projet de société, dans la mesure où pour le faire en vrai, il nous faut repenser complètement l'aménagement du territoire en France. Donc, l'image que vous pouvez avoir en tête, c'est qu'il nous faut un territoire français composé de petites villes, le plus petit possible, pour faire des économies d'énergie, très denses, circulaires. Alors ça, c'est pour les matheux, pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on appelle l'inégalité isopérimétrique. Parce que si vous cherchez en fait à minimiser le périmètre d'une surface géométrique de dimension 2 à surface donnée, c'est le cercle, c'est le disque qu'il vous faut. Donc des petits centres urbains très denses, plutôt circulaires, avec de la polyagriculture autour des centres urbains. Donc on arrête cette folie qui est de ne faire que du lait en Normandie, du blé en Beauce, dans la Beauce et de la viande dans le Limousin. Et puis tout ça fait 3 fois le tour de la planète, ou au moins de la France, avant d'arriver chez nous. Donc on fait de la polyagriculture partout. On fait du fret ferroviaire pour acheminer la nourriture dans les gares des centres-villes, et la nourriture elle-même étant vendue et distribuée dans les centres commerciaux qui sont à proximité des gares. Alors, une fois que j'ai dit ça, vous voyez bien que vous imaginez tout de suite les obstacles. Premièrement, la grande distribution, il perd. C'est la grande perdante de ce nouveau réaménagement du territoire, puisque c'est la fin du supermarché qui est à 4 km et auquel vous ne pouvez accéder qu'en voiture. Ce qui perd également, c'est la voiture thermique, ça c'est clair, puisqu'on fait tout en fait pour que plus personne n'ait besoin de sa voiture. Dans les centres urbains, vous mettez du transport public et vous reliez les villes par du train. Donc ça veut dire qu'il faut réhabiliter le réseau ferroviaire français, qu'on a fait l'erreur, à mon avis, de détricoter après 1945, alors qu'on avait un réseau ferroviaire extrêmement dense en 1945. Alors, quelques voisins ne l'ont pas fait, n'ont pas fait la même bêtise que nous, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse. Ces 3 pays ont un réseau ferroviaire extrêmement dense. Nous, on a laissé complètement péricliter toutes les charmantes petites voies ferrées qu'on avait sur la totalité du territoire. Il faut en réhabiliter toute une grande partie pour pouvoir acheminer la nourriture et acheminer les voyageurs qui ne prendront plus la voiture. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus de voitures, mais il faut réduire considérablement le parc automobile français, de mon point de vue, passer entièrement à la voiture électrique, plus de voitures thermiques, on n'a absolument aucune raison aujourd'hui de produire encore des voitures thermiques, passer à la mobilité à hydrogène pour tout ce qui n'est pas de la voiture. Voilà. Et donc vous voyez tout de suite que bon, c'est pas simple. Il faut convaincre nos constructeurs automobiles de passer tout de suite à la voiture électrique. La voiture électrique suppose des batteries électriques. Les batteries électriques, il faut réduire notre dépendance à la Chine et aux minerais qu'utilise la Chine pour faire ses batteries. Donc il faut commencer à réfléchir tout de suite, par exemple, à des batteries avec de l'ammoniac, de l'hydrogène, ce genre d'affaires. Alors Air Liquide travaille beaucoup là-dessus, mais ça suppose, il faudrait aujourd'hui qu'Air Liquide soit accompagné par l'État pour pouvoir faire les investissements dont on a besoin pour que ceci devienne possible dans quelques années. Vous voyez? Donc voilà, alors est-ce que c'est possible? Pour répondre plus brièvement à votre question, la réponse est oui. Est-ce que c'est simple? La réponse est non. Mais en même temps, c'est ça qui crée un vrai projet de société pour la France. Et l'alternative, c'est quoi? Je pense qu'il faut avoir ça en tête. L'alternative, c'est si on ne tire pas les leçons de la pandémie d'aujourd'hui, on en aura d'autres, on le sait déjà, des zoonoses comme le coronavirus. Donc on sait que la destruction des écosystèmes naturels nous met en proximité d'animaux qui sont porteurs de virus face auxquels on n'a aucune immunologie. On aura d'autres pandémies liées au réchauffement climatique, les pandémies du type malaria, par exemple, des pandémies tropicales qui sont en train de remonter le long de l'hémisphère nord et qui vont arriver en France dans les années qui viennent. La malaria est déjà revenue, s'est déjà réimplantée au sud de l'Italie.
et on aura d'autres pandémies qui viendront de la fonte du pergélisol en Sibérie. Et puis, on aura d'autres catastrophes qui sont liées au dérèglement climatique et à l'érosion de la biodiversité. Donc, si on ne tire pas les leçons aujourd'hui de cette pandémie, dont on va découvrir avec beaucoup d'amertume, à mon avis, dans les mois qui viennent, qu'elle n'est pas si grave que ça, au sens où le confinement aura des conséquences bien plus dramatiques du point de vue social et économique que la pandémie elle-même. Si on n'en tire pas les leçons aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il nous faut. Et donc, ça veut dire qu'on est vraiment bouché, si je peux dire. On n'est pas capable d'apprendre de nos erreurs. Et par ailleurs, d'un point de vue macroéconomique, ce qui est devant nous aujourd'hui, à cause du confinement, c'est 5 ans, pour dire un chiffre, hein, ça peut être 10, de dépression économique majeure, qui pourrait être plus grave encore que celle des années 30. Donc une trappe déflationniste de laquelle on ne sait pas comment sortir. Le Japon patauge depuis plus de 20 ans dans la déflation, sans être réussi à en sortir. Et dans les années 30, en fait, l'Europe et les États-Unis sont sortis de la déflation grâce, entre guillemets, à la Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà, l'alternative n'est vraiment pas plaisante. Donc, je crois qu'on n'a pas le choix. Je vous remercie pour cette réponse. Si je reprends un peu donc, les éléments que vous avez apportés pour répondre à cette question, on comprend, en tout cas, je comprends que l'État va avoir un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre de stratégies. Donc, est-ce que l'État est prêt à ça? Est-ce qu'on ne va pas avoir un coup de revers, en quelque sorte, des industries, des lobbies qui vont essayer de contrer ça? Si, c'est possible. On a un certain nombre de lobbies qui s'activent dès aujourd'hui, bien sûr, évidemment. On a aussi un certain nombre d'industriels qui ont compris que l'avenir, c'est la transition écologique. Vous avez des pétitions qui ont été signées et publiées, l'une par M. Bonafé, il n'y a pas très longtemps, d'autres par des grands fonds financiers américains, qui signifient au monde entier qu'ils ont compris que l'avenir de leur business, c'est la transition écologique. Donc, ils sont prêts à le faire. Simplement, vous avez un certain nombre de blocages du côté des entreprises qui peuvent donner l'impression que les entreprises ne sont pas prêtes à bouger. Moi, ce n'est pas du tout mon expérience. Les discussions que j'ai avec des capitaines d'industrie, la plupart du temps, ce sont des discussions avec des hommes et des femmes qui ont compris ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de business en dehors de la transition écologique. Aussi parce que, et j'ouvre une parenthèse et peut-être ça peut vous éclairer, le petit épisode absolument incroyable qu'on a eu il y a quelques semaines avec un prix du baril qui est devenu négatif, prix du baril de pétrole qui est devenu négatif, à cause de la financiarisation du prix du pétrole. Ça, c'est très, très effrayant pour tout le monde, et en particulier pour les industriels. Ils savent bien que le prix du baril ne va pas rester négatif, d'ailleurs il est redevenu positif, heureusement, mais il est resté très bas. Alors on pourrait se dire, bon, au fond, c'est une aubaine, on va du coup pouvoir reconsommer du pétrole tranquillement et ça ne nous coûtera pas cher, mais en fait, c'est pas. Heureusement, les industriels sont plus intelligents que ça. Ils savent que si le prix du baril est très faible, ça veut dire que les majors pétroliers ne vont pas investir suffisamment, parce que c'est plus rentable, dans la filière exploration-production du pétrole. Donc ça veut dire que dans quelques années, lorsque la demande de pétrole va revenir à un niveau qui était celui en gros qui prévalait avant la pandémie, on va avoir un goulet d'étranglement parce qu'on n'aura pas assez de production de pétrole. D'autant que le pic d'extraction de pétrole, c'est pour dans pas trop longtemps, même s'il y a d'énormes débats techniques entre géophysiciens et ingénieurs pétroliers sur la date à laquelle on pourrait atteindre le pic du pétrole. Donc les industriels savent bien que du coup le prix du pétrole s'effondre en ce moment, mais il va remonter et on pourrait très bien avoir un choc pétrolier dans les années qui viennent à cause, si vous voulez, du goulet d'étranglement et de l'insuffisance de l'investissement aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on va avoir une très forte volatilité du prix du pétrole. Mais qui dit une très forte volatilité du prix du pétrole dit qu'il n'y a plus aucune visibilité sur le coût du pétrole dans les 10-15 années qui viennent. Et donc pour les industriels, ça c'est l'horreur absolue. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'horizon à partir duquel ils peuvent programmer leurs investissements en sachant la facture pétrolière s'étend. Parce qu'on a tellement de volatilité sur le prix du pétrole que c'est plus possible. Et donc ça veut dire que c'est une incitation très très forte pour tout le monde, y compris pour ceux qui sont extrêmement accros au pétrole, à changer de modèle et à passer aux énergies renouvelables. Donc moi, mon expérience, c'est que les capitaines d'industrie ont compris ça. Alors, qu'est-ce qui les bloque ? Il y a deux choses qui les bloquent. Disons trois, si vous voulez. La première, c'est la manière dont on a organisé la concurrence internationale entre entreprises privées. Là, ça vaut la peine que je dise un mot là-dessus, parce que ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui ont suivi des cours d'économie ont forcément entendu parler de l'idée de la concurrence pure et parfaite, et ont certainement repéré que la concurrence dite pure et parfaite, le level playing field, pour parler le langage de la Commission européenne, c'est une espèce d'horizon eschatologique que l'Union européenne s'est donnée à elle-même
comme étant l'objectif à atteindre, le Graal, c'est la quête du Graal. Et donc, c'est au nom de ça qu'il faut tout faire pour favoriser la mise en place d'une concurrence parfaite entre les acteurs économiques sur notre territoire et ailleurs. Alors, là-dessus, ça vaut la peine que je dise un mot, parce que ça, c'est un mythe, en vérité. Je ne connais pas donc, de substance analytique convaincante au concept de concurrence pure et parfaite, y compris au sein de l'économie la plus orthodoxe, la théorie économique la plus orthodoxe, dite économie néoclassique, la théorie de l'équilibre général, qui sert de fondement à la microéconomie néoclassique, qui elle-même sert de fondement à la macro-néoclassique. En réalité, si vous grattez un tout petit peu, et là, si vous voulez, on pourra rentrer dans le détail technique, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'endroit, vous vous rendez compte qu'en fait, non, on n'a aucune justification du concept de concurrence pure et parfaite. Ce qui veut dire, pour dire les choses de manière plus simple, dans la vraie vie, on est toujours en situation de concurrence imparfaite. On est toujours en situation d'oligopole, même quand il n'y a pas d'entente de cartel entre les acteurs économiques, on est toujours en situation d'oligopole. Donc le marché des biens et services est toujours très très violemment imparfait. Il y a toujours des marges, et heureusement, et n'importe quel industriel et n'importe quel commercial le sait en réalité. Il y a toujours des marges qui sont au-dessus du coût de production. Et donc en fait, casser toute perspective de stratégie de la part de l'État, toute politique industrielle, toute politique sectorielle, au motif qu'il ne faudrait surtout pas violer les sacro-saintes lois de la concurrence pure et parfaite, c'est un non-sens du point de vue économique. Alors, là, donc ça, c'est pour, si vous voulez, pour régler son sort à ce concept-là et au rôle dogmatique incroyable qu'il joue dans la construction des institutions communautaires aujourd'hui. Maintenant, si j'en reviens au blocage auquel s'affrontent les capitaines d'industrie avec qui je parle, la difficulté pour eux, c'est que la concurrence telle qu'on l'organise aujourd'hui, donc la plus dérégulée possible, elle donne une prime aux moins vertueux. Parce que si vous pouvez faire du dumping social, sanitaire et écologique, vous serez moins cher que votre concurrent, vous allez gagner des parts de marché, vous allez tuer votre concurrent. Donc votre concurrent, s'il veut survivre, il est obligé de rentrer dans la course vers le bas, qui consiste à être lui aussi le moins disant possible en termes fiscal, social, sanitaire et écologique. Et donc, si vous essayez d'être vertueux et si vous vous lancez dans des investissements verts pour pouvoir réduire, par exemple, votre empreinte carbone dans l'avenir, eh bien, vous êtes pénalisé par rapport à vos concurrents. Donc, la seule manière de s'en sortir par rapport à cet effet complètement pervers de notre imaginaire de la concurrence, qui croit que la concurrence est vertueuse, alors qu'en fait, là, au contraire, elle sanctifie en fait le vice privé qui se transforme lui-même en un vice collectif, contrairement à ce que croit Mandeville. Le seul moyen de s'en sortir, c'est d'imposer des règles communes à tout le monde, qui s'imposent à vous-même comme industriel et à votre concurrent, qui fait que vous n'êtes pas pénalisé si vous êtes vertueux. Et combien de fois j'ai entendu tel directeur financier ou tel PDG d'un groupe, d'un grand groupe ou d'un petit groupe, me dire moi je voudrais bien, mais à ce moment-là, que j'ai les mêmes règles que nos concurrents et qu'on soit tous à la même enseigne et que le moins vertueux ne soit pas immédiatement favorisé dans le jeu concurrentiel auquel nous nous livrons tous. Donc ça veut dire qu'il faut introduire de la régulation. Alors comment est-ce qu'on introduit de la régulation? Un moyen très simple, et on peut rentrer dans le détail, c'est évidemment de mettre en place par exemple une taxe carbone. Donc, vous mettez une taxe carbone qui s'impose à tous. Donc, vous levez toutes les exemptions qu'on a ajoutées à droite et à gauche pour satisfaire tel ou tel lobby, de manière que tout le monde soit à la même enseigne. Et avec ça, vous favorisez les plus vertueux, puisque vous donnez une prime liée à la taxe, du fait que les plus vertueux ne paieront pas la taxe, ou en tout cas paieront moins de taxes que les autres. Voilà. Donc ça, c'est un moyen. Vous voyez. Donc ça, c'est le premier grand obstacle. Le deuxième grand obstacle, c'est le fait que vous avez un certain nombre d'investissements à réaliser aujourd'hui via des infrastructures vertes qui sont des coûts fixes. Et ces coûts fixes-là, vu l'état dans lequel se trouvent les secteurs privés, y compris dans une économie comme l'économie française aujourd'hui, il est cher. Et donc, ce coût fixe-là, il faut que l'État intervienne pour aider à mettre en place ces infrastructures vertes dont les industriels ont besoin. Alors, pour certains, ce que je dis là, c'est des gros mots, mais en réalité, s'ils sont un tout petit peu sérieux, ils comprendront qu'il n'y a pas d'alternative à ça. Pour deux raisons. La première, c'est qu'historiquement, la révolution industrielle s'est faite grâce à l'investissement public. Il n'y a pas de grande transformation industrielle qui a eu lieu dans les 2 derniers siècles sans qu'il y ait une intervention massive de l'État. Si vous voulez, un auteur qui a travaillé là-dessus, c'est Mariana Mazzucato. C'est son très beau livre, L'État entrepreneurial. Je vous conseille de lire ça. Et vous comprendrez, vous verrez qu'en fait, rien, à peu près rien, des grandes innovations techniques qui ont eu des débouchés industriels sérieux depuis un siècle et demi n'a eu lieu sans un investissement massif de la part de la puissance publique.
Donc, il faut sortir de cet imaginaire de la start-up qui, à partir de rien, se créerait à elle-même les infrastructures dont elle a besoin pour vivre. Ce n'est pas vrai. On a besoin en permanence d'un alliage, d'une alliance entre l'État d'un côté, qui rend possible la mise en place des infrastructures, et des entreprises de l'autre, du secteur privé, qui, sur le fond de ces infrastructures, construit un secteur industriel performant. Voilà. Et puis, le troisième obstacle, donc ça, c'est le deuxième obstacle, c'est-à-dire qu'il faut réapprendre cette coopération entre l'État et le secteur privé. Alors qu'on a une certaine idéologie depuis 40 ans qui est moins on a d'État, mieux on se porte, et plus le secteur privé se tient à distance du secteur public, mieux on se porte. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Sur cette question, est-ce qu'on peut le relier un peu au succès qu'ont connu par exemple la Corée du Sud ou Singapour, où l'État a d'ailleurs été un acteur majeur dans l'évolution incroyable de ces pays? Absolument, vous avez absolument raison. C'est un exemple de symbiose très réussi entre un secteur industriel puissant et un secteur public qui n'a absolument pas démissionné de ses fonctions, qui a resté un État stratège. Et si, en plus, il se trouve que c'est exactement ces pays-là qui ont réussi à mettre en œuvre une réponse adaptée et ajustée à la pandémie, ce n'est pas du tout un hasard. C'est des administrations publiques qui ont continué de garder en tête le long terme et l'intérêt général et qui s'étaient préparées à des pandémies du type coronavirus. Alors que nous avons complètement démissionné sur la fonction que nous devrions accorder à l'administration publique. Ça ne veut pas dire, je le dis tout de suite, parce qu'on va avoir ce débat dans les semaines et les mois qui viennent en France, ça ne veut pas dire qu'il faut encore moins d'État, parce que j'entends déjà ceux qui vont nous dire, regardez, en fait, le système sanitaire public français a été catastrophique, comparé par exemple au système sanitaire allemand, donc il faut privatiser l'hôpital public. Je suis sûr qu'on va avoir des voix pour nous dire ça. Je pense que c'est une énorme bêtise. Parce que ce que l'échec de la réponse française à la pandémie montre, c'est qu'on a besoin d'un système sanitaire public bien meilleur, et non pas de moins de système sanitaire public. Quant au prétendu système sanitaire privé allemand, je rappelle à tout le monde qu'en fait, c'est du faux privé, puisque ce sont des EPIC, des établissements publics sous tutelle de l'État à but non lucratif, mais de droit privé, ça c'est vrai. Par exemple, l'AFD, l'Agence française de développement, où j'ai été économiste en chef, c'est un EPIC. Donc, c'est une institution publique à but non lucratif, mais de droit privé. Je reviens juste sur le troisième obstacle que je voulais mentionner tout à l'heure. Du côté du secteur privé, c'était votre question. Il y a un troisième obstacle, à mon avis, qu'il faut mentionner, qui est la dictature du court terme infligée par les marchés financiers, en particulier les actionnaires, dans un certain nombre de grands groupes cotés. Donc, vous avez aussi un certain nombre de capitaines d'industrie qui vous disent « mais moi, je suis tout à fait prêt à faire des investissements de long terme ». Quelquefois, ils sont suffisamment costauds pour se dire « la concurrence ne m'est pas peur ». Quelquefois, ils sont tellement costauds qu'ils peuvent vous dire « j'ai même pas besoin d'investissement public pour créer les infrastructures qui me permettront de prospérer ». En revanche, moi, j'ai des actionnaires qui exigent du rendement à court terme complètement délirant, du type 10% par an, dans une économie qui n'a pas de croissance. Disons qu'il y a 1% de croissance, c'est juste pas possible. Donc, je ne peux pas financer des investissements de long terme qui ne rapporteront rien pendant 5 ans. C'est juste pas possible. Oui. Donc là, ça renvoie à un autre sujet absolument énorme et très important à mon avis, qui est la réforme de la gouvernance des entreprises. Donc, on a eu en France la loi Pacte, mais à mon avis, elle est très très insuffisante, parce que le rapport Sénart-Notat était lui-même très insuffisant. En partie parce qu'il a été lui-même bridé par l'Élysée, à la demande de l'Élysée, qui a empêché Sénart et Notat de rédiger d'écrire tout ce qu'ils voulaient écrire dans leur rapport. Donc, en fond, moi, j'avais fait des propositions dans cette direction dans un livre qui date de 2009, c'est pas récent, publié chez Flammarion, qui s'appelle 20 propositions pour réformer le capitalisme. On avait écrit là-dedans, avec d'ailleurs un juriste, Daniel Hurstel, on avait écrit une proposition de réécriture des articles 1832 et 1833 du Code civil, et aussi 1835 pour les spécialistes, qui permet de dire, en fait, ce qui est important, ce n'est pas la société de capitaux. Les actionnaires ne sont pas les propriétaires de l'entreprise, ils sont les propriétaires des capitaux. Mais une entreprise, ce n'est pas juste des capitaux qui cracheraient de l'argent, on ne sait pas comment. Ça, c'est la vision, disons, néoclassique de ce que c'est qu'une entreprise. En fait, les économistes néoclassiques ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise. Une entreprise, c'est un projet qui réunit une communauté d'acteurs et parties prenantes, réunis autour d'un projet qui doit être d'utilité sociale, il faut en faire la démonstration. Et au fond, c'est un commun, si vous y réfléchissez. Et donc, il faut réécrire, repenser le statut de l'entreprise dans le Code civil français, de manière à lui donner la possibilité d'exister. Parce qu'aujourd'hui, elle n'existe pas. Le mot même entreprise n'existe pas dans le Code civil. Ce qui existe, c'est la société. Vous voyez, de manière à libérer l'entreprise du diktat, du court-termisme
actionnarial qui l'oblige à... Vous avez même des situations complètement aberrantes aujourd'hui. Vous avez des entreprises qui s'endettent pour pouvoir financer des dividendes versés à leurs actionnaires. C'est le monde à l'envers, parce que la dette de l'entreprise ne pourrait certainement pas servir à financer les dividendes. Vous voyez, bon, ça, c'est le troisième grand obstacle. Donc, je résume, hein. Repenser ce que c'est que la concurrence, et donc réguler la concurrence en sachant qu'elle est toujours imparfaite, elle est toujours liée au politique, réapprendre une vraie collaboration entre l'État et le secteur privé, et ça, c'est un changement culturel, y compris dans l'administration publique. Hein. Et troisièmement, délivrer l'entreprise via une réforme de sa gouvernance du diktat actionnarial du court terme. Pour refaire un petit peu le lien entre un sujet que vous avez mentionné précédemment, qui est la PAC, sur ce premier obstacle, il me semble qu'il a longuement en fait, limité l'utilité de cette PAC, puisque le premier pilier qui avait pour objectif en quelque sorte de booster la production, en fait, il avantageait surtout les grandes exploitations, puisqu'il était basé sur le nombre d'hectares. Et aujourd'hui, on essaye de faire bouger un peu ça. Est-ce que vous pensez qu'on a des chances de réussir à faire bouger ? Oui, c'est-à-dire, je pense honnêtement qu'il faut arrêter de se poser la question de est-ce qu'on a des chances d'y arriver. On n'a pas le choix en réalité. Donc, ça dépend de vous et moi et de tous ceux qui assistent à ce webinaire en ce moment. C'est à nous de nous retrousser les manches pour réformer la PAC et d'ailleurs pour réformer les institutions communautaires européennes. Je pense qu'il faut être conscient du fait que ce qui se passe en ce moment avec la pandémie est tellement grave que si on n'est pas prêt à mettre en œuvre des solutions complètement non conventionnelles, on va au-devant de la possibilité d'une désintégration du projet européen. Pour dire les choses de manière très, très brutale et franche, l'Italie va avoir quelque chose comme au moins 160% du PIB de dette publique. Alors, je pense, moi, à titre perso, que ce n'est pas un problème, en vérité. J'expliquerai pourquoi, si vous voulez. Mais ça va être considéré comme un problème par beaucoup de gens en Europe. Donc, la possibilité pour l'Italie d'échapper, si on laisse les gens qui pensent que c'est un problème continuer d'avoir le pouvoir, la possibilité pour l'Italie d'échapper à un scénario à la grecque, ce qu'a connu la Grèce entre 2010 et 2015-2016, cette possibilité-là est très restreinte. Sauf que la grande différence, c'est que la Grèce pesait 3% du PIB de la zone euro en 2010, alors que l'Italie, c'est la troisième économie de la zone euro. L'énorme grande différence aussi, c'est que vu l'énervement aujourd'hui de la population civile en Italie, tel que moi je l'aperçois, le Rome quittera la zone euro avant qu'on lui ait infligé ce qu'on a infligé à la Grèce. Puis l'autre problème massif aussi, et ça concerne les Français, c'est qu'on a des banques en France, BNP Paribas, LCL, qui sont très exposées au secteur bancaire italien. Donc si on laisse la dette publique italienne exploser et le spread du titre de dette publique italien sur les marchés financiers exploser aussi, on aura un effondrement de l'économie italienne et une faillite, un naufrage généralisé, vraisemblablement, du secteur bancaire italien, qui va affecter nos propres banques. Donc en fait, personne n'a intérêt à laisser tomber l'Italie. On a intérêt à sauver l'Italie pour sauver l'Europe, pour sauver nos banques, et puis parce que l'Italie, c'est l'Italie. Donc il faut penser hors de la boîte. Si on continue de penser à l'intérieur de la boîte, on n'y arrivera pas. Donc ça veut dire qu'il faut réformer les institutions communautaires européennes. Il faut changer complètement notre logiciel autour de la dette publique. Et évidemment, et vous avez bien raison, changer la PAC. La PAC a été imaginée dans un contexte, disons, d'agro-industrie productiviste. Il faut lui substituer un autre paradigme qui est l'agroécologie, l'agroforesterie, la permaculture, les circuits courts, la polyagriculture autour des centres urbains. Voilà. Et puis, il faut, dans le même temps, et c'est ça qui rend les choses compliquées, penser à désendetter nos agriculteurs, parce que nos agriculteurs ont subi le même sort en fait que tout le secteur privé. Tout le secteur privé en Europe et en particulier en France est surendetté. La dette publique en France, juste avant la pandémie, c'était 98% du PIB. Aujourd'hui, on va probablement arriver à 115, peut-être 120%. Bon. Et évidemment, certains vont déjà pousser des cris d'orfraie en disant « Oh là là, c'est beaucoup trop, il est temps de faire de l'austérité, on n'arrivera jamais à payer ses dettes, nous sommes irresponsables vis-à-vis de nos enfants. » La dette du privé, c'était 130% avant le déclenchement de la pandémie. Et elle va certainement monter à 140, peut-être 150%. Donc le secteur privé en France est beaucoup plus endetté que le secteur public. Donc si vous croyez, ce qui n'est pas mon cas, que l'urgence des urgences, c'est que tout le monde se désendette, il faut commencer par le privé. Il est beaucoup plus endetté que le public. Mais mon avis, c'est que ce n'est même pas ça l'urgence. L'urgence, c'est d'aider le secteur privé à investir. Et pour ça, il faut aider le secteur privé à se désendetter avant l'État.
qui se désendettera plus tard. Et ça, c'est un autre programme que celui de la Commission européenne, de la Troïka, si vous voulez, ou de Bercy, qui sont tous persuadés que l'urgence des urgences, c'est le désendettement de la puissance publique. Donc, par contre, je reviens à la question de l'agriculture, il faut penser dans notre changement de paradigme à aider les agriculteurs français à sortir du surendettement. Parce que vous savez aussi que ça provoque des suicides en série, y compris les agriculteurs français, et pas simplement les agriculteurs indiens. Nous sommes en train de faire la même bêtise en France que ce qui a été fait en Inde il y a quelques années, qui s'est terminé par des suicides en chaîne d'agriculteurs indiens qui étaient incapables de rembourser leur dette. On a la même chose, on commence à avoir la même chose en France. Donc il est urgent de venir au secours aussi des agriculteurs français, de les sortir du piège du surendettement et de les aider à passer à une agriculture bio, à une éco-agriculture qui soit respectueuse de nos territoires et des écosystèmes naturels. On espère que ce sera au cœur de la prochaine PAC. Pour revenir un petit peu sur la question de l'Europe, on était assez contents de voir que la France et l'Allemagne se sont réconciliées. Elles ont décidé à nouveau de travailler main dans la main. Sauf que je me suis aperçue, on parle beaucoup de cette alliance européenne, mais au final, il y a peu de choses sur une coopération à l'international. La crise, elle vient surtout de la Chine. On a les États-Unis qui sont en train de perdre pied avec un niveau de chômage qui va être incroyable. Alors, comment est-ce qu'on peut interagir avec ces pays pour créer quelque chose qui soit global au final plutôt qu'à l'échelle européenne? C'est une énorme question que vous posez. Donc, juste, vous avez fait allusion à la résurrection, au début de résurrection du couple franco-allemand. Disons qu'on pourrait dire le cadavre frémit. Bon. Je voudrais juste dire un mot là-dessus et après je passe à la question gigantesque que vous venez de poser sur le multilatéralisme. Sur la question du couple franco-allemand, je voudrais juste dire qu'évidemment, il faut se réjouir tous et toutes du fait que l'Allemagne ait enfin cédé sur la possibilité d'émettre de la dette communautaire. C'est une vieille revendication depuis des années. Ce qui est dommage, ce qui est regrettable, c'est qu'il fallait attendre plus de 10 ans pour que ce soit enfin accepté. Et il faut attendre qu'on ait une pandémie comme celle d'aujourd'hui pour que, enfin, quelqu'un comme Angela Merkel se résolve à cette solution qui est une solution de bon sens. Mais vous savez, Angela Merkel, avec tout le respect que j'ai pour elle, parce que c'est une grande femme politique, est quelqu'un qui négocie très durement et qui cède, elle cède toujours à la fin, qui cède le plus tard possible. C'est une stratégie de négociation. Voilà. Donc ça, on ne peut que s'en réjouir. Il ne reste pas moins qu'il faut encore faire la preuve du fait que le cadavre est vraiment vivant aujourd'hui. Ce qui suppose de convaincre les 25 autres pays que c'est une bonne idée d'émettre de la dette communautaire et de donner cet argent qu'on aura levé sur le marché au nom de la zone euro, ou de l'Union européenne, pardon, de le donner aux États qui en ont le plus besoin, et en particulier l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Vous avez peut-être vu qu'il y a une coalition qui s'est montée avec notamment la Suède, le Danemark, les Pays-Bas et l'Autriche, si je ne me trompe pas, qui ont tout de suite dit les subventions, c'est hors de question, mais on va faire de la dette. Donc, on va prêter ça aux États qui en ont besoin et qui vont devoir ensuite rembourser le prêt que leur aura fait l'Union européenne. Ce qui est une très mauvaise idée, parce que les États concernés, l'Italie en particulier, c'est très bien que si elle rentre là-dedans, si elle commence à s'endetter elle-même auprès de l'Union européenne, elle marche déjà sur le chemin qui mène au scénario grec. Et ça, pour les Italiens, c'est juste no way. Il faut le comprendre. Je vous encourage à aller voir sur les médias sociaux italiens, allez sur Twitter en italien, vous verrez ce qu'on raconte sur les Français aujourd'hui ou sur les Allemands en italien sur Twitter. C'est très impressionnant. Je pense que nous, en France, on ne mesure pas du tout le degré d'énervement de nos voisins italiens. Vraiment pas. Donc, il faut que le couple franco-allemand, s'il existe vraiment, ait les bons arguments pour convaincre les 25 autres que ça vaut la peine de faire des dons pour les pays du Sud. Ensuite, il faut quand même se poser aussi la question du montant. 500 milliards, c'est très insuffisant. Si vous faites 500 milliards sur 3 ans divisé par 27, puisqu'on est 27 maintenant, ça fait moins de 1% du PIB, même des pays les plus petits, Portugal par exemple, chaque année, pendant 3 ans. Donc c'est ridicule. Donc ce n'est pas du tout à l'échelle de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour permettre à ces pays de sortir de la trappe déflationniste. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on va les aider, vraiment. En fait, ils vont plutôt rigoler. Donc, 500 milliards, c'est un début, c'est prometteur à condition qu'on multiplie tout de suite par 3, voire par 6, pour que ça devienne significatif. Et puis, troisième point, il faut regarder quel usage sera fait de cet argent. Donc, il faut le flécher. Si cet argent sert en Italie, par exemple, juste à maintenir à flot Alitalia, de la même manière qu'en France, la dépense publique sert à maintenir à flot Air France,
Alors qu'en fait, il faut prendre acte du fait que l'aéronautique, c'est fini. L'avion, c'est terminé. Il faut réduire l'avion à sa part congrue, aider les Françaises et les Français qui sont piégés dans le secteur aéronautique à se reconvertir professionnellement dans autre chose, rendre quasiment impossible les vols intranationaux pour leur substitut du train, etc. etc. Donc, il faut évidemment flécher l'usage que ça ferait cet argent vers des investissements verts. Et puis, le dernier point, et j'en arrive à votre grande question sur le multilatéralisme, la grande question, c'est comment l'Union européenne va-t-elle rembourser cet argent? Donc, c'est très bien que l'Allemagne ait enfin cédé et qu'elle accepte qu'on ait des obligations communautaires, des obligations européennes, mais ça, c'est de la dette. Donc, l'Union européenne est en train de s'endetter au nom de l'Union européenne. Comment est-ce qu'elle va rembourser? Si elle rembourse, en fait, en augmentant la contribution budgétaire de chaque État au budget de l'Union européenne, on n'aura quasiment rien gagné. On aura juste gagné un peu de péréquation entre la contribution de l'Allemagne, par exemple, qui est de 26%, et la contribution de l'Italie, en espérant que l'Italie reçoive plus que ce qu'elle contribue, que sa part dans sa contribution au budget européen. Si en plus elle ne reçoit pas plus, alors on n'a vraiment rien gagné du tout. Mais à supposer même que l'Italie reçoive davantage, qu'elle reçoive proportionnellement à ses besoins et non pas proportionnellement à sa contribution, en fait, le gain sera quand même ridicule. Donc, il faut absolument, à mon avis, que l'Union européenne lève une nouvelle ressource fiscale du type taxe carbone aux frontières, du type taxe sur les GAFAM, par exemple, il serait temps, ou par exemple taxe sur les transactions financières. Alors, si on fait ça, donc on a une nouvelle ressource fiscale qui permet à l'Union européenne ensuite de payer la dette qu'elle est en train de contracter ou qu'elle va contracter à l'issue de cet accord franco-allemand. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on passe de cette échelle européenne, qui est déjà assez compliquée, comme vous le voyez, à l'échelle internationale? Alors, premièrement, je dirais que votre question est très pertinente parce qu'on est dans une situation inédite depuis 1945. Alors, comme vous êtes très jeune, vous vous en rendez pas forcément compte, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est du jamais vu depuis 1945, au sens où le Conseil de sécurité de l'ONU est absolument muet. Donc, vous n'avez entendu aucune déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU, alors qu'on a une crise mondiale. Bon. Normalement, si je peux dire, quand on a des grandes crises, et même quand elles n'affectent pas la totalité de la planète, ce qui est le cas aujourd'hui, vous avez immédiatement une déclaration du Conseil de sécurité qui prend en main la question et qui dit voilà quel est le point de vue, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'il faudrait faire du point de vue des Nations Unies, c'est-à-dire du point de vue des 10 pays qui font la loi au Conseil de sécurité. Enfin, je n'ai pas dit sur la 5, mais oui, des 10 pays qui comptent sur la planète. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité est absolument aux abonnés absents. Et pourquoi? Mais parce que, en fait, ça révèle l'effondrement progressif du multilatéralisme onusien, tel qu'on y a assisté depuis une vingtaine d'années, puisqu'on écoute de moins en moins ce qu'on raconte les Nations Unies. C'est de moins en moins pertinent, d'ailleurs. Et parce qu'au fond, les Nations Unies dissimulaient mal, depuis une vingtaine d'années, le fait qu'elles étaient construites et taillées sur mesure pour que les États-Unis puissent imposer leurs lois à l'ensemble de la planète. Alors, qu'est-ce qui précipite aujourd'hui la révélation du fait que le roi est nu? C'est précisément l'effondrement du leadership américain auquel vous avez fait allusion dans votre question, et le fait que l'hôte actuel de la Maison-Blanche est incapable de prendre en charge, ne fût-ce que pour son propre pays, donc a fortiori pour le reste du monde, une réponse ajustée et intelligente à la pandémie. Et donc là, en fait, ce dont nous sommes tous en train collectivement de nous rendre compte, c'est qu'il n'a jamais été aussi urgent et nécessaire de mettre en œuvre une coopération internationale, je vais y revenir, et ça n'a jamais été aussi difficile depuis 1945, puisqu'on a des États-Unis qui sont parmi les derniers de la classe dans la réponse à la pandémie, et qui sont encore plus incapables de prendre en charge l'intérêt général et, disons, entre guillemets, en dictateur éclairé, de proposer une voie de sortie à la crise. Pourquoi est-ce que c'est absolument nécessaire qu'on ait une coopération internationale? C'est indispensable parce que face à une pandémie comme celle-là, il n'y a pas d'autre solution pour lutter contre le virus que d'avoir une coordination de tous les pays, de sorte que tous les pays se coordonnent en transmettant l'information de manière transparente, fiable, pour qu'on sache tous où chacun en est, et en collaborant tous à un vaccin. On a supprimé la variole dans les années 70, à partir du moment où tous les pays, sans exception, ont mis en place des campagnes de vaccination efficaces sur leur population. Le jour où on aura un vaccin, ce que j'espère évidemment, peut-être, si on est très très chanceux cet automne, plus vraisemblablement au printemps 2021, il faudra que tous les pays procèdent à des campagnes de vaccination. Pourquoi? Parce que sinon, le virus continue de pulluler sur des millions de personnes. Chaque personne infectée par le virus est un terrain
pathogène extraordinaire pour que le virus puisse muter. Si le virus mute, il reviendra ensuite chez nous sous une forme mutée, face à laquelle nos vaccins, si on en a, ne seront pas efficaces. Il faudra en faire de nouveau et on aura une pandémie saisonnière, exactement comme la grippe saisonnière, ce qui serait l'horreur absolue. Donc vous voyez bien que ça suppose de la coopération. Mais c'est une coopération sanitaire, politique, en termes d'information, de science. Ce n'est pas du tout la coopération telle que, entre guillemets, telle que la globalisation marchande des 40 dernières années l'a comprise, c'est-à-dire on se fait tous la guerre les uns aux autres, parce qu'on croit encore une fois que la concurrence de tous contre tous, c'est l'alpha et l'oméga de nos relations. Vous voyez. Donc là, ce que ça vient heurter de front, cette nécessité d'une coopération politique internationale, c'est cet imaginaire de la globalisation marchande construite sur la concurrence pure et parfaite dont je parlais tout à l'heure. En fait, on se rend compte que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui a favorisé cette concurrence? Essentiellement du dumping fiscal. Vous avez un pays comme l'Irlande aujourd'hui qui est un paradis fiscal, au cœur même de la zone euro, ou un pays comme le Luxembourg, et qui siphonne la base fiscale de ses voisins, la France par exemple. Donc ça, c'est des conséquences catastrophiques de la concurrence telle qu'elle est rêvée, en fait, du mythe de la concurrence pure et parfaite. Donc la conséquence, c'est en fait l'assèchement progressif de la base fiscale de la plupart des pays et la mise en place, disons, la suppression de toutes les barrières douanières, avec l'OMC en héros de ces suppressions-là, comme si le laisser-faire et le laisser-passer, c'était l'alpha et l'oméga de nos relations. Donc c'est exactement le contraire qu'il faut faire aujourd'hui. Voilà. Et ce n'est pas simple, parce que, comme on se le disait il y a un instant, on est en train d'assister dans le même temps à l'effondrement du cadre institutionnel majeur qui nous a servi à régler nos relations internationales depuis 1945. Du coup, vous allez me dire, mais comment on fait? La réponse, à mon avis, désolé, je suis un tout petit peu long, mais je pense que c'est vraiment important. Et en plus, Sciences Po, vous êtes l'endroit, à mon avis, vous êtes l'un des endroits privilégiés où on peut et on doit réfléchir à ces questions aujourd'hui. C'est des questions, vous voyez, à la fois géopolitiques, juridiques, diplomatiques. Bon. La réponse, à mon avis, elle est pour le dire de manière très, très lapidaire, hein, elle est la suivante, c'est que nous sommes tous collectivement en train de prendre conscience du fait que la santé est un commun mondial. Autrement dit, la santé d'une riche famille chinoise à Wuhan qui aime manger du pangolin le soir, parce que c'est ça qui s'est passé, ça nous concerne tous. Ça concerne votre santé, celle de votre grand-mère et la mienne et ma santé. Donc, on est tous interdépendants et tous liés à la santé les uns des autres. En fait, on s'en était déjà rendu compte au moment du déclenchement de la dernière grande épidémie d'Ebola en Guinée, Sierra Leone, 2014. Et peut-être vous vous en étiez rendu compte, la communauté internationale avait commencé à avoir très peur quand elle a réalisé que en fait, Ebola pouvait arriver chez nous. Mais Ebola est une épidémie complètement différente parce qu'elle est beaucoup plus létale que le SARS-CoV-2, le nôtre. Et donc, en fait, quand vous êtes porteur d'Ebola, malheureusement, vous mourrez très vite. Et donc, vous n'avez pas le temps d'infecter beaucoup de gens. Donc, le R0 d'Ebola, en fait, paradoxalement, est faible. Ce qui fait qu'Ebola, c'est terrifiant, mais ça a peu de chances de devenir une pandémie mondiale, rapidement en tout cas. Voilà. Et donc, ceci pour dire, la santé est un commun mondial, comme le climat, comme la biodive, comme la culture. Bon. Les institutions onusiennes sont des institutions construites sur le schéma de l'État et du concert des États-nations tel qu'on l'a initié au traité de Westphalie au XVIIIe siècle, à l'issue des grandes guerres de religion du XVIe et du XVIIe. Ceci, ça ne marche plus. Et donc, aujourd'hui, vous avez par exemple des signatures de traités bilatéraux, de traités commerciaux, qui sont des moyens pour les États-Unis de réinstaurer un rapport de force commerciale avec leurs concurrents partenaires, et qui sont un moyen aussi pour un certain nombre de lobbies de continuer le démantèlement de l'État westphalien en organisant la clause de défense des investisseurs, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est dans la plupart de ces traités commerciaux bilatéraux, qui permet à un corporate privé de traîner un État, la puissance souveraine, devant un tribunal ad hoc, tribunal international ad hoc, au motif que la loi que cet État démocratique voudrait passer, parce que c'est la volonté générale de ses citoyens, pénaliserait l'investisseur qui investit dans le pays. Et donc, ça veut dire qu'on met l'intérêt privé d'un investisseur au-dessus de l'intérêt général défendu, en principe, démocratiquement par les institutions souveraines d'un État-nation du type France, par exemple. Oui. Donc, c'est ça que les traités bilatéraux sont en train de faire. Et donc, on n'a plus que ça, apparemment, aujourd'hui. Donc, évidemment, ça ne suffit pas du tout, ça ne va pas du tout. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est réinventer des institutions internationales qui permettent de traiter la santé comme un commun.
Question, comment on fait? Alors la réponse, c'est, je n'ai pas de réponse toute faite, ça se saurait sinon, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des exemples d'institutions internationales qui ont réussi à faire à petite échelle ce qu'il faut faire aujourd'hui. Cet exemple-là, c'est DNDi, Drugs for Neglected Disease Initiative, en anglais, qui est un consortium qui a été créé par des médecins français il y a une quinzaine d'années à Genève, qui est basé à Genève. Et le fait que ce soit à Genève, à mon avis, c'est politiquement, symboliquement absolument fondamental, parce que Genève, comme vous le savez sûrement, c'était l'endroit où on avait implanté la Société des Nations, la SDN. Il nous reste l'Office international du travail, l'OIT, qui est le dernier vestige extrêmement important du grand projet de la SDN, en fait, qui, comme vous le savez, est mort dans les années 30, pendant l'entre-deux-guerres, et auquel on a substitué les Nations Unies en 1945. Donc, DNDi, qui est implanté à Genève, et qui devrait être, en fait, à mon avis, le prototype des institutions de la nouvelle Société des Nations de demain, de celle du XXIe siècle, qui prend en charge les communs mondiaux d'aujourd'hui, dont la santé. DNDi, c'est, disons, un consortium qui a mis autour de la table des représentants du secteur pharmaceutique privé, des États-nations, des ONG, dont Médecins du Monde, Médecins sans frontières, qui vont produire et distribuer du médicament pour lutter contre les maladies qui sont négligées par le secteur privé classique, parce qu'il n'y a pas de demande solvable pour ces maladies-là. Alors, l'exemple le plus classique, c'est l'hépatite C en Égypte. Vous savez peut-être que la population égyptienne, malheureusement, est ravagée par l'hépatite C. La thérapie contre l'hépatite C en Europe, ça coûte 2 ou 3 000 euros. Et DNDi réussit à la vendre en Égypte pour 400 $. Alors, ce n'est pas gratuit, mais ce n'est pas 2 000 euros. Et c'est un service extraordinaire que vous rendez à la santé de la population égyptienne. Comment est-ce que DNDi a fait? DNDi a mis autour de la table à la fois des membres du secteur privé, du secteur public, de la société civile, en leur disant, écoutez, soyons intelligents et collaborons ensemble pour réussir à produire ce médicament. Et ça marche. Et donc, c'est la preuve du fait que c'est possible aujourd'hui, au niveau international, parce que DNDi est un organe international, de mettre autour de la table le secteur privé, la puissance publique ou les puissances publiques et les ONG de la société civile pour leur permettre de faire ce qui paraît impossible. Et ça marche. Et donc, c'est ça qu'il faut dupliquer, à mon avis, au niveau mondial pour lutter contre la pandémie. Évidemment, il faut faire ça en lien avec l'OMS. Il ne s'agit certainement pas aujourd'hui de détruire l'OMS, contrairement à ce que voudrait faire Trump, qui est juste en train de chercher des boucs émissaires pour essayer de ne pas rater ses élections à la fin de l'année. Il faut faire ça en articulation avec l'OMS, mais on voit aussi que l'OMS, ça ne suffit pas du tout. Très peu de pays ont écouté ce que racontait l'OMS, y compris la France. La France n'a pas écouté ce que disait l'OMS. Donc l'OMS, ça ne suffit pas. Donc il faut autre chose. Il faut une inventivité institutionnelle, une créativité. Et je suis sûr que vous n'en manquez pas là, tous ceux qui sont avec nous dans ce webinaire, pour construire les institutions de demain qui vont permettre de dupliquer au niveau des pandémies et de la santé mondiale l'exploit qu'a réussi DNDi. C'est ça, à mon avis, le grand challenge du multilatéralisme mondial qui est devant nous. Alors, j'avais une dernière question à ce sujet. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours un peu révoltée, c'est qu'au final, vous l'avez mentionné, la santé, l'alimentation, ce sont des biens communs. Et au final, on les laisse être dirigés par des logiques de marché, on les laisse aux mains de personnes qui ont pour but de faire du profit. Est-ce qu'il ne faudrait pas les retirer justement de ces logiques de marché en quelque sorte? Si, tout à fait. Mais ça, si vous voulez, c'est le... Donc, je suis évidemment d'accord à 200% avec vous. Donc, pour comprendre, pour resituer votre question, à mon avis, il faut relire ce qui s'est passé au cours des 40 dernières années et, disons, l'imaginaire qui a habité la globalisation marchande lancée par les Occidentaux comme, de manière consciente ou non, peu importe, et je veux dire, on ne va pas faire la psychanalyse collective de tous les acteurs de la globalisation, de toute façon, ce n'est pas possible. Mais c'est un imaginaire qui a été hanté par l'idée qu'il fallait privatiser le monde. Et que le secteur privé, ça marche toujours mieux, quoi qu'il arrive, que quoi que ce soit d'autre. Moi, j'ai entendu les inspecteurs généraux des finances en France me dire bon, l'État, c'est foutu, ça ne vaut plus rien. Rien ne vaut une bonne assemblée d'actionnaires semblantes qui maximisent son profit à court terme. Donc, quand vous avez les inspecteurs généraux des finances qui vous disent ça, alors d'abord, vous ne vous étonnez plus que la plupart soient chez BNP Paribas. Il y en a davantage qui bossent chez BNP Paribas que dans la fonction publique. Mais vous comprenez, je veux dire, si c'est ça leur idéologie. Et puis, par ailleurs, vous vous dites, mais donc, si eux-mêmes ne croient plus en l'État, qui croit en l'État dans la fonction publique en France? Donc, il y a un vrai sujet là. Cette idéologie de la privatisation du monde a colonisé nos imaginaires
Et il faut absolument qu'on apprenne à se désintoxiquer de ça. Je vous donne un exemple très simple, pour vous donner raison, en fait, hein, qui est, vous pouvez vous dire, au fond, parmi les communs qui sont devant nous, les communs précieux dont on a absolument besoin de prendre soin, il y a aussi, alors, il y a la santé, vous l'avez nommé, il y a l'alimentation, c'est sûr. Vous avez aussi l'eau, par exemple, l'accès à l'eau, dont on va malheureusement probablement manquer, y compris dans les campagnes françaises, dans les décennies qui viennent, si on ne fait rien. En particulier, si on ressuscite le monde d'avant. À l'Agence française de développement, on a beaucoup travaillé sur cette question des communs, et on a regardé comment les communautés locales arrivaient à prendre soin de leurs sources d'eau. Et l'expérience, ce qu'on a vu, et donc ça, c'est pas du délire de théoricien en chambre qui refait le monde tous les soirs chez lui, c'est la pratique et l'expérience qu'on a enregistrée à l'Agence française du développement, c'est que lorsque vous confiez la gestion d'une ressource en eau à une communauté locale, et en particulier lorsque vous donnez le pouvoir aux femmes, c'est très important, ça marche beaucoup mieux que la privatisation de l'eau. Parce que la privatisation de l'eau, ça veut dire, ce que j'ai vu moi-même dans les bidonvilles indiens, vous avez tous les 3 jours un camion-citerne qui arrive au nom de la société qui gère l'eau, la société privée, et qui vend l'eau, sauf qu'évidemment, c'est beaucoup trop cher, et donc les pauvres du bidonville n'ont absolument pas les moyens d'acheter. Donc, ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas l'eau potable. Donc, ils essaient de trouver de l'eau ailleurs, évidemment. Personne ne peut survivre sans eau. Simplement, c'est de l'eau qui vient d'ailleurs, et cet ailleurs, il est très, très pollué. Et donc, ça rend tout le monde malade, etc. Donc, la privatisation de l'eau, c'est certainement pas la solution. Et la gestion de l'eau par la puissance publique, par la bureaucratie d'État, malheureusement, souvent, ça ne marche pas. Et donc, l'exemple paradigmatique de ceci, c'est ce qui s'est passé en Bolivie, à La Paz, en 2016. Donc, La Paz, comme vous le savez sûrement, c'est l'une des 2 capitales de la Bolivie, qui est à 4000 mètres d'altitude. Les Boliviens ne sont pas fous, donc quand ils ont construit La Paz, en fait, elle était dans une forêt luxuriante. Mais entre-temps, le réchauffement climatique a fait que tout ça a fondu. Enfin, tous les glaciers, qui alimentaient la forêt ont fondu, donc la forêt a disparu, et maintenant La Paz est dans une espèce de désert de haute altitude. 2016, été 2016, La Paz connaît ce qu'on appelle le Day Zero. Donc le jour où il n'y avait plus d'eau au robinet, qui j'espère n'arrivera jamais en France, qui menace d'arriver chaque année maintenant, depuis 3 ou 4 ans, dans une grande ville comme Cape Town, en Afrique du Sud. Heureusement, par chance, pour l'instant, Cape Town a réussi à réchapper à ce Day Zero. Mais La Paz a traversé le Day Zero pendant l'été 2016. Or, ce qui s'est passé, c'est que les bourgeois qui vivaient en centre-ville n'avaient plus d'eau au robinet. Et je peux vous dire qu'on ne tient pas longtemps quand on n'a plus d'eau. Tandis que les pauvres qui vivent dans les bidonvilles de La Paz, qui avaient organisé la gestion des pompes à eau et des ressources en eau comme commun, avec une communauté locale, intelligente, qui fait preuve de créativité institutionnelle et qui donne le plus de pouvoir possible aux femmes, là c'est le secret, on continue à avoir de l'eau pendant l'été. Oui. Et donc ça, c'est un exemple extraordinaire qui montre que, en fait, traiter l'eau comme un commun, ça marche. Et ça marche beaucoup mieux que demander à un État centralisé de s'en occuper ou de la privatiser. Ce qui me fait dire une chose, c'est que vous savez sûrement qu'il y a eu des grosses batailles politiques en Italie en 2011 à Naples autour de la privatisation de l'eau. Qui est-ce qui poussait pour privatiser l'eau? C'était même pas ce méchant Berlusconi ou Salvini qui n'existait pas à l'époque, etc. C'était la Commission européenne. Donc, ceci signifie quelque chose, c'est-à-dire que cette idéologie ou cet imaginaire de la privatisation du monde est aussi malheureusement porté de manière institutionnelle par un certain nombre d'entre nous à la Commission européenne. Donc, il y a aussi une désintoxication de l'imaginaire de la Commission qu'il faut mettre en œuvre. Outre lui expliquer que la concurrence pure et parfaite, ça n'existe pas. Heureusement, les citadins, les Napolitains se sont mobilisés. Donc, vous avez eu des énormes manifs pendant des mois pour la remunicipalisation de l'eau. Ce qui est une manière d'en faire un commun au niveau municipal. Et vous avez un grand juriste italien, Stefano Rodota, qui maintenant est mort malheureusement, qui a proposé d'inscrire l'eau comme bien commun dans la constitution italienne. Alors, malheureusement, ça n'a pas marché. Vu la confusion politique dans laquelle se trouve l'Italie aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle le fasse dans les mois qui viennent. Parce qu'entre-temps, vous avez eu la fin de Berlusconi, vous avez eu Renzi, vous avez eu ce qu'on voit aujourd'hui. Mais il y a un projet de loi analogue en France qui est porté par notamment des sénateurs avec qui j'ai discuté il n'y a pas très longtemps. Et ça, je trouve ça très intéressant. On pourrait réfléchir à une réécriture de la Constitution française pour inscrire l'eau comme commun dans la Constitution française de manière qu'elle ne soit jamais privatisée. On pourrait en faire autant pour la santé. Et je vais m'arrêter là dans ma réponse qui est trop longue. Mais si vous réfléchissez une seconde, si on privatise la santé,
Ce qui est certainement, je pense, malheureusement, ce qu'un certain nombre vont essayer de faire dans les mois qui viennent en France, au motif que l'échec, la catastrophe de la pandémie aurait fait la démonstration du fait que l'hôpital public, ça ne marche pas. Si on privatise la santé, on lui donne un coût. Si vous lui donnez un coût, quel que soit le niveau de ce coût, vous aurez beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'acquitter ce coût, qui n'ont pas les moyens de payer. Vous allez regarder les réfugiés, vous allez regarder les SDF, ils n'ont juste pas les moyens de payer quoi que ce soit pour se maintenir en bonne santé. Et donc, ces ménages très modestes, ils vont récupérer le virus. Ça, c'est une pandémie comme le coronavirus. De toutes les manières, si la santé est privatisée, ils vont récupérer le virus. S'ils récupèrent le virus demain matin, Boris Johnson est de nouveau malade, parce qu'il va le récupérer lui aussi. Oui. Et donc, le meilleur moyen pour les plus riches et les plus fortunés et les plus aisés de se protéger contre le virus, c'est d'aider les plus pauvres à se protéger. Ce n'est même pas de l'altruisme, c'est de l'intérêt perso bien compris. L'intérêt perso bien compris des plus favorisés dans notre pays, c'est de financer par l'impôt un système sanitaire public performant qui permette à tout le monde, gratuitement, d'avoir un niveau de santé minimal qui les prémunisse, qui nous prémunisse tous contre une pandémie de type coronavirus. Vous voyez ? Voilà. Et donc ça veut dire qu'il faut repenser l'alliance privée-publique ONG, exactement comme dit NDI, y compris au niveau national, de manière qu'on ait un système sanitaire français capable de résister et d'avoir une réponse ajustée à une pandémie comme celle du coronavirus. Je vous remercie. Et sur la question de la gestion de l'eau par des communautés, l'AFD et le CIRAM ont travaillé beaucoup là-dessus, et notamment le lien entre la gestion des puits et le pastoralisme en Afrique de l'Ouest. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, je vous invite à aller voir. Donc c'est super intéressant. En tout cas, je vous remercie pour vos réponses. On va passer rapidement aux questions des participants. Alors, on a une première question d'Olivier. Alors, la double contrainte énergétique et climatique implique une nécessaire décroissance du PIB mondial. Par ailleurs, la décroissance du PIB n'est-elle pas nécessaire au remboursement des intérêts des dettes contractées pour financer l'économie? La croissance, alors, je pense. Oui. La deuxième moitié de la question, c'est la croissance. Oui. D'accord. On prend plusieurs questions à la fois, non? Oui, si vous voulez. Jean-Philippe nous demande, vous parlez beaucoup de politiques globales qui peuvent être longues à mettre en place. Seulement, les solutions, mobilité verte, rénovation énergétique et diversification agricole, ne peut-on pas hacker le système en changeant de la politique au niveau local? Si oui, quelle politique peut-on demander aux candidats aux élections de 2020? Ensuite, une question... Je pense aux élections municipales, au deuxième tour en juin, c'est ça? Oui, tout à fait. Une question de Xavier. De nouveaux indicateurs doivent être pris en compte. La prise en compte des 17 objectifs du développement durable et surtout des 169 cibles, dès lors qu'ils sont liés les uns aux autres et reconnus par tous les pays du monde, ne pourrait-il pas constituer ce nouvel indicateur? Ok, on va prendre déjà cette première série de questions. Alors, premièrement, donc il y a un mythe à déboulonner qui est qu'on aurait besoin de la croissance du PIB pour payer les intérêts de la dette. Il y a des travaux académiques tout à fait sérieux qui sont sortis. Bon, un truc qui n'est pas trop dur à lire, qui n'est pas trop technique, c'est un article de Tim Jackson, pour ceux qui connaissent. Tim Jackson, c'est celui qui a écrit un livre, La prospérité sans croissance, il y a quelques années, qui s'était très bien vendu. Donc la réponse est non, on n'a pas besoin du tout de croissance du PIB pour payer les intérêts de la dette, ça c'est un mythe. Ce dont on a besoin pour payer les intérêts d'une dette, c'est d'une augmentation de la quantité de monnaie en circulation. Donc, au moment où une banque vous accorde un crédit, en fait, elle crée de la monnaie. Alors, admettons qu'elle vous donne 100 de crédit. Donc, elle crée 100 de monnaie. Vous allez devoir rembourser le capital, donc vous allez devoir rembourser les 100, après les avoir fait fructifier d'une manière ou d'une autre, plus des intérêts, admettons que ce soit 5 d'intérêts. Donc, elle vous donne 100, il faut que vous puissiez rembourser 105. Au moment où vous remboursez la dette, vous détruisez de la monnaie. À chaque fois que vous accordez un crédit, vous créez de la monnaie. Ex nihilo. Donc, pour ceux qui croiraient encore que les banques sont des institutions financières non bancaires, je rappelle qu'une banque, c'est une institution financière qui a le droit de créer de la monnaie par délégation du droit régalien de frapper monnaie. Et donc, au moment où une banque crée un crédit, elle a créé de la monnaie. Et lorsque vous remboursez le crédit, vous détruisez de la monnaie. Qu'est-ce qui vous permet de rembourser 105 alors qu'on vous a prêté 5? Donc, on a créé 100, pardon, on vous a prêté 100. On a créé 100 de monnaie, vous devez rembourser 105. En fait, ce qui permet ça, quel que soit le niveau de croissance de l'économie, c'est qu'entre-temps,
il y a un autre crédit qui a été accordé, qui a permis de créer au moins 5, lequel n'a pas encore été remboursé. Autrement dit, ce qui permet d'avoir des taux d'intérêt positifs dans une économie monétaire, une économie de crédit, c'est le fait qu'à chaque instant, ou disons de manière régulière, vous avez plus de crédits octroyés que de crédits remboursés. Si c'est le cas, alors la quantité de monnaie en circulation augmente et vous n'avez aucun obstacle, disons, quantitatif global, agrégé, pour rembourser vos dettes, même si le taux d'intérêt est positif. Ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément, cette croissance de la quantité de monnaie en circulation qui est tout à fait normale, qui ne doit effrayer personne, et qui n'est pas inflationniste ipso facto, cette croissance de la quantité de monnaie en circulation ne veut pas dire que vous avez le PIB qui croît. C'est sur deux choses vraiment différentes. En particulier, parce que le PIB réel, c'est un concept extrêmement bizarre, si vous réfléchissez 2 minutes, et la croissance du PIB réel n'est pas nécessaire pour que vous ayez, par exemple, une croissance de la quantité de monnaie en circulation. Et puis, troisièmement, il y a une troisième remarque qu'on pourrait faire aussi. On pourrait très bien imaginer un système de crédit dans lequel le taux d'intérêt est nul. Non, ce n'est pas un système de crédit privé, c'est sûr, mais ça existe des systèmes de crédit dans lesquels le taux d'intérêt est nul. Donc, vous voyez, premièrement, il faut déboulonner l'idée qu'on a besoin absolument de croissance parce que sinon, on n'a plus de taux d'intérêt, on ne peut plus rembourser nos intérêts. C'est juste faux. Deuxièmement, le camarade, là, dont j'ai oublié le prénom, dit oui, mais donc on a bien besoin de décroissance du PIB pour pouvoir mettre en œuvre la transition écologique. Je crois que c'était à peu près ça sa question. Ma réponse est non. Non. Moi, je ne dirais pas ça. Ma réponse à moi, donc je ne suis pas du tout décroissantiste. Ma réponse à moi, elle est que le PIB, c'est un très mauvais indicateur de quoi que ce soit, et de la prospérité d'une économie, et de sa santé économique, etc. Donc, au fond, la question, c'est plus tellement est-ce que le PIB va augmenter ou est-ce que le PIB va baisser, et ça rejoint la troisième question qui a été posée, c'est d'autres indicateurs beaucoup plus intéressants que le PIB. Et ma foi, si la transition écologique fait croître le PIB, peut-être. Si ça fait croître le PIB, ça fait décroître le PIB, peut-être. Mais au fond, cette question, de mon point de vue, n'est plus intéressante. Vous voyez. Donc, je pense qu'il faut arrêter de se la poser en ces termes-là, parce que quand on se la pose en ces termes-là, on continue de raisonner dans un monde dans lequel la principale boussole, c'est le PIB. Pour ceux que ça intéresse, pourquoi est-ce que le PIB est un très mauvais indicateur? Outre la critique classique que vous allez trouver notamment chez Dominique Méda, Florence Génicatry, etc., et elles ont raison, hein, sur le fait que vous avez beaucoup d'activités qui sont socialement très utiles, qui ne sont pas prises en compte dans le PIB, vous avez une remarque méthodologique élémentaire qui est celle-ci. Lorsque vous essayez de calculer le PIB réel, c'est ça qui intéresse les gens, hein, c'est la croissance du PIB réel pour les économistes. En fait, vous calculez le PIB nominal et vous en déduisez l'inflation. Et de ceci, vous déduisez le montant du PIB réel. Simplement, pour calculer l'inflation, par exemple, vous regardez le PIB réel de 2019 au niveau, disons, exprimé en euros 2012, vous êtes obligé de faire implicitement l'hypothèse que la structure des prix entre 2012 et 2019 n'a pas varié. Autrement dit, que le prix relatif d'un kilo d'orange versus une heure de cours d'anglais est la même, ce prix relatif est le même en 2012 et en 2019. C'est le seul, vous êtes obligé de faire cette hypothèse pour pouvoir calculer un PIB réel. Donc, vous voyez immédiatement que cette hypothèse ne tient pas la route une seconde. Vous avez en permanence des déformations des prix relatifs dans une économie, c'est normal. Ne fût-ce que, par exemple, à cause de la bulle immobilière colossale qu'on a connue depuis plus de 15 ans, qui a complètement déformé la structure des prix. Donc, vous avez des prix qui se déforment en permanence. Donc, le PIB réel, en fait, c'est une construction de théorie des économistes qui ne reflète rien de ce qu'il est censé refléter. Bon. Et donc, du coup, je vais enchaîner directement avec la troisième question, puis je reviendrai à la deuxième ensuite. Les nouveaux indicateurs, vous en avez toute une batterie. Donc, vous connaissez tous et toutes, je suppose, le rapport Sen-Stiglitz qui avait été commandité par Nicolas Sarkozy en 2010, qui adressait une liste au moins une centaine en fait, d'indicateurs alternatifs. Donc, le vrai débat, en fait, c'est pas est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'alternatif au PIB, c'est plutôt sur quoi se mettons-nous d'accord nous mettons-nous d'accord pour remplacer le PIB. Et là, évidemment, malheureusement, on n'arrive pas à trouver un consensus. Mais c'est un problème de coordination de consensus, ce n'est pas un problème d'existence de critères alternatifs. Alors, le camarade ensuite dit oui, alors on pourrait utiliser les 17 ODD. Bon, c'est une bonne idée, évidemment. Hein. Donc là-dessus, pour qu'on soit tous d'accord, les 17 ODD 2015 des Nations Unies essaient de dresser en fait un panorama architectonique de ce que c'est que le développement, au sens où l'ODD 9 est, dans l'esprit même de ceux qui l'ont rédigé, intrinsèquement lié à l'ODD 16, qui est lui-même intrinsèquement lié à l'ODD 1, par exemple. Et donc, vous ne pouvez pas booster l'ODD 1 si vous ne favorisez pas aussi l'ODD 9 et l'ODD 16.
Autrement dit, vous ne pouvez pas regarder ça comme une espèce de grand tableau de bord du type de ceux qu'ont les pilotes d'avion. Et vous pourriez dire, bon, j'accélère un tout petit peu l'ODD-E, l'ODD2 par exemple, et je ralentis un peu l'ODD8. Non, ce n'est pas possible. Ils vont tous ensemble, dans l'esprit en tout cas des hauts fonctionnaires qui ont rédigé les ODD. Là-dedans, vous constaterez qu'il y a un ODD qui vous dit noir sur blanc qu'il vous faut de la croissance. Donc il n'y a pas eu beaucoup de réflexion de la part des hauts fonctionnaires qui ont rédigé les ODD sur les vrais indicateurs alternatifs au PIB. Puisqu'en fait, ils vous disent que la croissance du PIB est indispensable, de mémoire c'est l'ODD 9, et que comme chaque ODD est nécessaire à tous les autres, ça veut dire que les concepteurs des 17 ODD pensent qu'augmenter le PIB est nécessaire à n'importe quel autre ODD. Oui, et donc, voilà. Donc, ça me semble compliqué, disons, dans une première approche naïve, d'utiliser les ODD comme tableau de bord, même si vous êtes conscient du fait que c'est en fait une structure architectonique, pour construire une alternative au PIB. Puisqu'en réalité, l'idéologie de la croissance du PIB est inscrite à l'intérieur de la rédaction des ODD. Ça ne veut pas dire que les ODD sont à jeter à la poubelle, pas du tout. Ils ont la vertu d'exister, mais disons, ils sont eux-mêmes, comment il faudrait dire ça, hétérogènes en termes d'orientation idéologique, d'orientation d'imaginaire. Vous voyez. Dedans, vous avez de tout. Vous avez à boire et à manger. Vous avez des gens qui ont compris qu'il faut qu'on construise un monde post-croissance. Vous avez des gens qui continuent de croire qu'en dehors de la croissance du PIB, point de salut. Et puis, il y a une remarque supplémentaire que je ferai à propos des ODD, qui est que vous aurez remarqué que le lexique des droits de l'homme et de la démocratie est absent de la formulation des ODD, y compris de l'ODD 16 et de l'ODD 17, qui sont supposés aller assez loin du côté de la gouvernance et de la question, disons, du cadre juridique et politique dans lequel on favorise le développement des économies, des pays. Pourquoi est-ce que les droits de l'homme et la démocratie ont disparu? Parce que la Chine s'y est opposée et parce que, voilà, dans le Conseil international aujourd'hui, du côté des hauts fonctionnaires des Nations Unies, on ne se sent pas assez fort pour dire à la Chine, taisez-vous, il n'y a pas de développement possible sans démocratie, sans droits de l'homme. Ce qui est catastrophique, parce que ça véhicule l'idée, ça entretient l'idée, ça l'alimente chez un certain nombre d'entre nous, qu'on pourrait faire du développement sans démocratie et sans droits de l'homme. Ce à quoi je ne crois pas une demi-minute. Oui. Ou en tout cas, si on se lance là-dedans, alors ça veut dire qu'on est dans disons, le projet politique qui est on va vous donner du pain, on va vous donner à manger contre vos droits individuels. Donc vous allez renoncer à vos droits, ce n'est plus un ODD. En échange de quoi, on vous promet, vous aurez un peu d'eau potable, en tout cas les jours fastes, et puis ne protestez pas parce qu'on vous donne quand même à manger. Oui. Pour dire les choses autrement, ça c'est la position du grand inquisiteur dans les frères Karamazov, pour ceux qui connaissent de Dostoïevski, où le grand inquisiteur dit au Christ, mais la liberté que tu nous as promis, ça ne nous intéresse pas. On n'en veut pas. Nous, on veut que tu transformes les pierres qui sont dans le désert en pain pour avoir à bouffer. Vous voyez. Donc c'est ça, vous voyez. Et donc ça, c'est, disons, dans un certain imaginaire, le grand arbitrage, le grand deal qui serait sous-jacent, disons, au projet libéral. Alors, ce n'est pas du tout ma position, mais c'est la position d'un certain nombre de gens qui disent voilà, bon, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et le sourire de la crémière, donc vous commencez par renoncer à vos droits et vos droits humains, et ensuite vous aurez à manger. Vous voyez. Donc il faut faire très attention à ce point, à mon avis, et si la France renonce et démissionne sur la question des droits humains, je ne sais pas qui s'accrochera aux droits humains. Donc voilà, donc, tout ceci pour dire que les ODD c'est très bien, il ne faut certainement pas les jeter à la poubelle, mais c'est aussi très très insatisfaisant et très insuffisant pour donner un cadre intellectuel et politique au développement et à la prospérité dans les années qui viennent. Alors après, la deuxième question, c'était solution locale pour des désordres globaux, pour reprendre le titre du film de Colin Serrault. Oui, bien sûr, donc le camarade a raison. Les questions globales sont difficiles parce qu'il y a beaucoup de complexité au sens technique du terme, c'est-à-dire que nos sociétés et le concert international, c'est des grands systèmes dynamiques, complexes, dans lesquels il y a de l'émergence. Donc la somme des interactions individuelles, ça donne quelque chose au niveau macro et agrégé, qui n'est pas déductible simplement du comportement individuel de chacun d'entre nous. On produit l'émergence en permanence entre nous, donc il y a des phénomènes sociaux globaux, pour parler comme les sociologues. Et ça, c'est compliqué, ça ne se pilote pas comme un pilote d'avion qui pilote un avion. Ce n'est pas du contrôle optimal en temps continu, au sens où on entend les matheux et les ingénieurs. Bon. Et donc, le camarade a bien raison de dire c'est complexe. Donc, n'attendons pas qu'on ait réglé les grands problèmes globaux pour agir au niveau local, et il a absolument raison. Maintenant, au niveau municipal, parce que c'est un peu ça qu'il avait en tête, au niveau municipal, il faut quand même faire un tout petit peu attention.
Ce que j'ai remarqué, moi, lors de la campagne du premier tour des municipales, premier tour qui, je le redis quand même, n'aurait jamais dû avoir lieu à cause de la pandémie, mais qui a eu lieu, pendant la campagne, on a vu tous les maires, tout d'un coup, devenir des grands apôtres de l'écologie. Alors, je me réjouis. Bon, tant mieux, c'est parfait. Je veux dire, ça veut dire que petit à petit, ça rentre au moins dans le discours. Simplement, il y a beaucoup de promesses qui ont été faites par nos maires, qui sont très bien, mais qui sont incapables de tenir parce que ce n'est pas de leur prérogative. Ça peut être, par exemple, la prérogative du département ou de la région, mais pas de la leur. Donc, il faut faire un tout petit peu attention. On ne peut pas tout exiger de son maire sous prétexte qu'il est proche de nous et qu'il est sympa, même si c'est vrai, il est proche de nous et il est sympa. Il y a ce à quoi ça renvoie, si vous voyez, cette difficulté-là, c'est à la décentralisation. Et au fait qu'on a besoin en France, à mon avis, de repenser complètement notre décentralisation. Il y a une note de l'Institut Rousseau qui est sortie sur cette question-là. Je ne peux que vous encourager à aller la lire. Et je crois en plus que la pandémie a révélé ça, c'est-à-dire les cafouillages incroyables de notre administration publique autour des tests, des enzymes nécessaires pour produire ces tests et des masques, révèlent aussi le fait qu'on a perdu la culture de l'efficacité dans notre administration publique. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'administration publique par-dessus bord, absolument pas. On en a absolument besoin, ça veut dire qu'il faut la renforcer, qu'il faut repenser une décentralisation qui non seulement cède, non seulement l'État central, cher à notre jacobinisme atavique, l'État central cède des compétences aux collectivités territoriales, mais cède aussi les moyens d'assumer ces compétences et la responsabilité. Parce qu'en cédant les compétences sans les moyens et la responsabilité, on a abouti à quoi? On a déresponsabilisé, y compris les élus locaux. Voyez. Donc là, il y a un énorme travail, à mon avis, pour que la mise en œuvre de solutions locales puisse se faire très vite, ce que j'espère aussi, bien sûr, comme le camarade qui a posé la question. Enfin, dernière question, que pensez-vous de la proposition du président de la République sur l'annulation de la dette africaine? Alors, l'annulation de la dette africaine, c'est un vieux serpent de mer. Je me réjouis, donc j'ai une réponse en deux volets. Première partie de la réponse, je me réjouis qu'on aborde la question de l'annulation des dettes, puisque, vous le savez peut-être, j'ai pris position assez fortement dans le débat européen sur l'annulation de la dette publique des pays de la zone euro, pas des pays africains, des pays de la zone euro. Donc, je me dis dans un premier temps, bon, ben, si on ose de nouveau parler de l'annulation des dettes publiques africaines, peut-être que ça prépare le terrain à ce qu'on puisse enfin parler de l'annulation des dettes publiques européennes, qui, à mon avis, sera à l'ordre du jour, quoi qu'il arrive, dans les mois ou les années qui viennent, à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Italie va avoir 160% au moins de dette publique par rapport à son PIB, et si elle ne veut pas s'engouffrer dans l'impasse grecque, parce que vous aurez repéré, quand même, je rappelle à tout le monde, qu'on a détruit l'économie grecque, on a amputé son PIB de 25% en 5 ans, ce qu'aucun pays européen n'avait connu en temps de paix depuis plus d'un siècle, mais le ratio dette publique sur PIB en Grèce est toujours de 180%. Donc ça n'a servi strictement à rien pour la résolution de la crise de la dette publique grecque. Strictement à rien. Et entre-temps, on a vendu un bout du port du Pirée à un armateur chinois, on a vendu tous les aéroports grecs au privé, on a privatisé la Grèce en fait. Donc ce n'est pas impossible, l'hypothèse que je formule comme ça, pour ceux qui ont un esprit mal placé, c'est que la dette publique sert d'alibi à l'accélération du programme post-libéral d'accélération de privatisation du monde. Donc, la première partie de ma réponse, c'est annulation de la dette publique des pays africains. Oui, tant mieux, ça permettra d'alimenter le débat sur l'annulation des dettes publiques en général. Deuxième partie de la réponse, il faut prendre conscience du fait que la situation africaine aujourd'hui, ce n'est pas du tout la situation de l'Europe ou des États-Unis. La population d'Afrique subsaharienne est beaucoup plus jeune que la nôtre, a un taux de mortalité infantile beaucoup plus élevé que le nôtre, et donc les adultes africains sont beaucoup mieux immunisés contre le virus. D'ailleurs, le virus ne provoque pas du tout l'hécatombe, le virus comme tel, ne provoque pas du tout l'hécatombe qu'il provoque dans nos pays à nous. La moyenne d'âge de la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, c'est 20 ans. Et ça ne vous a pas échappé que les jeunes de 20 ans, ils ont un taux de létalité par rapport au coronavirus qui est négligeable. Donc en fait, alors, ça n'empêche qu'il y a évidemment des personnes âgées qui meurent. Je pense par exemple au papa de succès Masra Assungar, qui est l'un des candidats aux élections présidentielles au Tchad, qui est un excellent candidat, qui est un des anciens doctorants, un des anciens étudiants. Donc son papa vient de mourir, donc je vais présenter mes condoléances. Mais donc il y a évidemment des personnes âgées qui meurent. Mais je veux dire, ce n'est pas du tout l'hécatombe tel qu'on le voit aux États-Unis, où ils ont déjà atteint les 100 000 morts, ou dans un certain nombre de pays européens, y compris la France. Donc, ce n'est pas le virus qui tue en Afrique aujourd'hui, c'est le confinement. Et c'est parce que, malheureusement, dans la panique généralisée
à laquelle ont succombé des pays occidentaux, parce qu'ils n'ont pas été capables de mettre en place des stratégies de dépistage avec un système sanitaire efficace, comme dans les pays d'Extrême-Orient, Taïwan, Corée du Sud, Vietnam. Les pays africains ont emboîté le pas, mais c'est une catastrophe. Donc, si la question de l'annulation des dettes publiques africaines se pose aujourd'hui, ce n'est pas à cause du virus, c'est à cause de la très mauvaise réponse qu'on a apportée au virus. Et puis, je voudrais dire un mot de plus sur cette question-là, c'est que, si vous voulez, la problématique de l'annulation des dettes publiques africaines aujourd'hui, elle intervient dans un contexte où la Chine a pris une place prépondérante sur le marché de la dette africaine aujourd'hui. Elle est en train de déloger les pays occidentaux, y compris la France. Et le jour va arriver, si on ne fait rien, où elle va rapatrier le lieu de la négociation, de la renégociation des dettes publiques africaines chez elle. Aujourd'hui, comme vous le savez, ça se négocie au Club de Paris, c'est à Paris. Et évidemment, ça donne une place privilégiée à la France dans les relations franco-africaines. Relations qu'il faut absolument nourrir, alimenter, parce que le continent africain, c'est nos voisins, ce sont nos frères, nos amis, et qu'il n'y a pas d'Europe prospère sans une Afrique prospère. Sauf que si le pouvoir de la négociation se déplace en Chine, ça pose un vrai problème à l'Occident, à l'Europe et en particulier à la France. Donc, ce n'est pas impossible non plus que dans l'idée d'une annulation des dettes publiques aujourd'hui, alors que la pandémie elle-même ne la justifie pas, même si les conséquences catastrophiques du confinement vont peut-être finir par justifier l'annulation des dettes publiques africaines, il y a aussi probablement un petit enjeu qui est d'une récupération du pouvoir de la négociation de ces dettes au sein du Club de Paris, c'est-à-dire à Paris. Et ça me fait penser à une question qui mêlait justement cette théorie de voilà, la dominance de la Chine sur le continent africain avec une question de diplomatie. Je me souviens qu'au moment où la présidence du FAO était en jeu, il y a eu une espèce de mouvement massif de la part de la Chine qui a annulé la dette de beaucoup d'États africains. Et là, on peut un peu se douter que ça va être la même chose, puisque l'OMS, il me semble que le président est en train de partir. Il y a un peu ce jeu de la Chine qui essaye de prendre le contrôle de toutes les instances diplomatiques. Tout à fait. Je ne peux qu'encourager, que vous encourager, vous tous et vous toutes là, qui suivez le webinaire, à vous interroger sur le basculement de la carte géopolitique mondiale qui est en train de se révéler aujourd'hui, qui date pas d'aujourd'hui, mais qui est en train de se révéler. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, jusqu'en 2008, l'Occident tenait la Chine et la Chine tenait l'Occident. Au sens où, vous le savez sûrement, la Chine avait des excédents commerciaux colossaux vis-à-vis de l'Occident. Pourquoi ? Parce que nous avions délocalisé une bonne partie de notre industrie et nous avions délégué implicitement à la Chine la tâche de produire tous les gadgets, comme celui-ci, là, qui font les délices de nos existences ou qui nous esclavagisent de son point de vue. Et donc la Chine le faisait parce qu'elle payait un salaire de misère ses ouvriers fraîchement arrivés de la campagne à la faveur des exode rural chinois. Et puis nous étions doublement gagnants parce que les excédents commerciaux chinois étaient réinvestis dans la sphère financière occidentale, à la City ou à Wall Street, via le rachat de la dette publique américaine. Ce mécanisme-là, qui a à la fois favorisé la globalisation marchande des 40 dernières années et la sphère financière occidentale et la délocalisation de l'industrie européenne, en tout cas du sud de l'Europe, mais également du nord de l'Europe, d'ailleurs, en Chine, ce mécanisme-là est grippé et s'est interrompu. La Chine a compris que les marchés financiers occidentaux sont complètement irrationnels, inefficaces, et parce qu'ils sont dérégulés. Donc elle n'est pas du tout colonisée par l'imaginaire occidental de l'efficience des marchés. Elle sait que c'est complètement faux. Elle sait bien que les marchés financiers ne sont pas du tout efficients. Elle sait bien que la main invisible d'Adam Smith est invisible parce qu'elle n'existe pas. Donc ça, les Chinois le savent. Donc ils ont décidé à partir de 2008-2009 de ne plus réinvestir leurs excédents commerciaux dans la sphère financière européenne ou occidentale, et par ailleurs de réorienter leur production industrielle sur leur propre marché domestique et sur le bassin du sud-est asiatique. Ce qui suppose de booster la demande et d'avoir une classe moyenne chinoise capable d'absorber le surplus industriel chinois. Donc ceci a eu deux conséquences. La première, c'est que la balance commerciale chinoise par rapport à l'Occident aujourd'hui est nulle, est équilibrée, donc il n'y a plus d'excédent commercial, ce qui va poser un problème colossal à la sphère financière occidentale qui n'est plus alimentée par les revenus de l'économie réelle issus de la Chine. Et par ailleurs, les salaires chinois sur la côte Est, en tout cas, Shanghai, Shenzhen, etc., ont monté considérablement, de sorte que c'est plus intéressant de délocaliser en Chine. Voilà. Et donc, la Chine aujourd'hui n'est plus du tout prise en tenaille par ce circuit pervers dans lequel nous la tenions, et elle nous tenait, chacun se tenant par la barbichette, qui a fait les délices de la globalisation marchande, en gros du début des années 90 jusqu'à 2008-2009. Aujourd'hui, la problématique de la Chine, c'est
de régler ses propres déséquilibres internes qui sont colossaux, à commencer par le déséquilibre démographique qui est colossal, de maintenir la suprématie du Parti communiste qui est extrêmement fragile, contrairement à ce qu'on croit. Nous, les Occidentaux, on est facilement subjugués par la Chine, parce qu'on la connaît mal. Mais moi, quand j'écoute les amis chinois, qui sont des Chinois de l'intérieur, qui me racontent ce qui se passe, eux, ils savent très très bien que la dictature chinoise est extrêmement fragile. Et que l'un de ses recours, en fait, c'est la violence. Vous savez, par exemple, qu'il y a 1 million de Ouïghours, c'est cette minorité turcophone musulmane, dans la République du Xinjiang, au nord-ouest, qui sont dans les camps de rééducation aujourd'hui. Donc, très très grande fragilité du Parti communiste chinois, et l'autorité de Xi Jinping, par exemple, tient un fil, en vérité. Donc la problématique de la Chine, c'est d'assurer son pouvoir à l'interne et de résoudre ses déséquilibres internes. Les grandes routes de la soie, honnêtement, ne sont pas autre chose que des voies ferrées pour pouvoir récupérer les ressources minières de l'Occident et de l'Afrique et les acheminer en Chine pour que la Chine puisse disposer de l'accès à ces ressources minières. Parce qu'elle sait que la main invisible, comme elle n'existe pas, n'assurera pas d'accès à ces ressources minières si elle ne va pas les chercher. Et donc, la Chine a engagé un énorme plan de siphonnage des ressources minières, ressources naturelles de l'Afrique, qui est un véritable Eldorado de ce point de vue-là. Pour ça, évidemment, elle met quelques milliers de milliards à travers des grands géants que sont la China Development Bank d'un côté, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures de l'autre. La China Development Bank, la CDB, est plus grosse que la Banque mondiale aujourd'hui. Donc, elle a des acteurs financiers gigantesques qui apparemment investissent des milliers de milliards en Afrique, mais qui ne les investissent pas du tout pour l'intérêt général des Africains, qui les investissent pour que la Chine dispose des infrastructures minimales de manière à pouvoir siphonner les ressources naturelles africaines, les rapatrier en Chine et aider la Chine sur son marché intérieur à résoudre des problématiques colossales auxquelles elle fait face, auxquelles elle fera face, elle fait déjà face pour les années qui viennent. Donc, dans ce contexte-là, il faut comprendre que même si la Chine n'a pas de culture impérialiste, ce dont nous, l'Occident, nous sommes bien conscients, et dont nous avons profité pendant des siècles. Autrement dit, la Chine, ce n'est pas dans la culture de la Chine d'envoyer des missionnaires avec des cargos de commerçants pour aller coloniser le reste du monde. Il n'empêche que, pour son intérêt bien compris, elle a très bien compris qu'elle a intérêt à réaliser des coups d'État dans les pays stratégiques pour elle. Ce qui s'est passé au Zimbabwe il y a 1 an et demi ressemble fort en fait à un coup d'État à la chinoise, qui n'a rien à voir avec un coup d'État à l'américaine. Vous avez la CIA qui va armer un groupe rebelle, qui va prendre de force le palais présidentiel. Ça, c'est le coup d'État à l'ancienne. Le coup d'État à la zimbabwéenne, il n'y a aucune effusion de sang, il n'y a pas une goutte de sang qui a été versée. Et le président zimbabwéen, grand dictateur devant l'éternel, après 30 ans de dictature féroce, a accepté de quitter le pouvoir sans protester. Après que le général de ses armées a fait un petit séjour à Pékin pendant 1 semaine. Et juste après ce séjour à Pékin, le président a accepté de démissionner tranquillement. Donc la Chine aujourd'hui sait qu'elle doit organiser des coups d'État à la chinoise et elle sait qu'elle doit noyauter la totalité des institutions internationales pour prendre le pouvoir dans ces institutions. Et donc, que fait-elle ? Elle fait ce que les États-Unis ont fait pendant des décennies, c'est-à-dire soudoyer les corps électoraux qui doivent élire les présidents des grands groupes, des grandes multinationales, des institutions onusiennes, de toutes les institutions qui pèsent au niveau international. Alors, elle n'est pas du tout la seule à le faire. Il ne faut pas non plus diaboliser que la Chine. Je vous donne un exemple qui est tragique, qui est l'élection du président du GIEC, qui est un Sud-Coréen, un économiste sud-coréen. En fait, c'est le président-là qui n'aurait jamais dû être élu, en vérité. Ça aurait dû être le vice-président, Jean-Pascal Van Ypersel, qui est un grand scientifique, physicien belge, grand spécialiste du climat. Mais non, ça n'a pas été lui parce que les Sud-Coréens ont soudoyé les membres du comité qui devait élire le président. Je peux même vous dire, off the record, le montant du chèque qui a été accordé, pour qu'ils élisent le candidat des Américains, qui est un type qui a sûrement un beau CV, mais qui n'est pas du tout dévoué à la question, à la cause climatique, comme il devrait l'être. Pourquoi ? Parce que vous avez un certain nombre de lobbies américains qui en ont ras-le-bol du GIEC et qui veulent neutraliser la prise de position publique du GIEC dans l'espace public. Vous voyez ? La Chine en fait autant. Voilà. Et donc ça veut dire que malheureusement, ça fait partie de l'intelligence, de la complexité que vous devez avoir à Sciences Po, qui est non seulement il faut tenir compte de la sociologie, du fait qu'il y a de l'émergence dans les groupes sociaux, qu'il y a des phénomènes sociaux globaux, que le tout est bien plus gros que la somme des parties, etc. Mais dans les institutions internationales, où il faut faire preuve aujourd'hui d'une grande créativité,
il faut aussi tenir compte de ça, et donc de la capacité de corruption d'un certain nombre de grands pays, au premier chef la Chine, qui ont absolument aucun scrupule pour noyauter de l'intérieur nos institutions, de manière que nos institutions prennent des décisions qui leur sont favorables. Je vous remercie. Enfin, j'ai une dernière question très rapide. Est-ce que vous auriez des podcasts, livres ou même des films à recommander aux participants? Alors pour les livres que j'ai écrits, je peux vous encourager. Donc 20 propositions pour réformer le capitalisme chez Flammarion, co-dirigé avec Cécile Renoir. Le facteur 12, que j'avais également écrit avec Cécile Renoir sur les raisons pour lesquelles on pourrait réfléchir à plafonner l'échelle des revenus et des salaires dans une entreprise. Non pas pour que l'État impose au secteur privé ce qu'il faut faire, mais par exemple, vous pourriez imaginer qu'on conditionne les appels d'offres publics au fait que les entreprises récipiendaires de l'argent public soient vertueuses du point de vue écologique, du point de vue social, du point de vue du genre, par exemple. Vous savez bien qu'en France, on continue d'avoir des inégalités de genre qui sont scandaleuses, mais aussi du point de vue de l'échelle des salaires. Donc, l'échelle des salaires dans le secteur bancaire français, c'est de 1 000 aujourd'hui. Alors, donc l'État pourrait dire, mais si vous voulez un jour ou l'autre bénéficier de l'argent public et donc être éligible à un appel d'offres public, il faut que vous réduisiez l'échelle des salaires. Vous commencez par 1 à 100. L'année d'après, vous passez à 1 à 50, etc. Bon. Sachant que dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est de 1 à 5, comme vous savez. Et que des banques dans lesquelles l'échelle des salaires, c'est de 1 à 5, ça existe. J'en connais une, c'est Triodos, qui est une banque néerlandaise, mais qui est implantée en France, où l'échelle des salaires, c'est de 1 à 5. Donc, je vous recommande, pour ceux qui veulent travailler dans le secteur bancaire, envoyez vos CV à Triodos, ne les envoyez pas dans une autre banque, où le rapport d'échelle des salaires, c'est de 1 à 1000. Bon. Et puis, je vous recommande évidemment la lecture de l'illusion financière, que j'ai écrite en 2013, où vous aurez à la fois une relecture de la crise financière de 2009, qui est indispensable pour vous pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et le lien avec la transition écologique, les communs dont on a parlé tout à l'heure, le financement, la réforme de la zone euro, voilà, toutes les questions que vous vous êtes posées en fait. Je vous remercie en tout cas, ça va marquer la fin de ce 12e épisode. Merci beaucoup Gaël Giraud d'être venu penser la COVID-19 avec moi. Et pour les participants qui nous regardent encore, donc je vous donne rendez-vous jeudi en compagnie de François Gémen qui nous éclairera sur la thématique des politiques de la Terre. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à jeudi. Merci, au revoir. Merci beaucoup.